Bonsoir, bienvenue à la Gaîté Lyrique. Merci de vous joindre à nous pour cette 4e conférence organisée par Mix with the Masters à la Gaîté Lyrique. On est très content de vous accueillir et de revenir et de débuter 2019 avec une salle comble. Notre programme Mix with the Masters, ça existe depuis environ 9 ans. On a commencé en 2010. Donc il s'agit de formation professionnelle, hein, donc tout intermittent du spectacle, auteur-compositeur, professionnel de ce milieu peut faire appel à des fonds pour participer. On en fait une douzaine par an depuis 2010 et on accueille beaucoup de producteurs, mixeurs, compositeurs de musique à faire ces formations avec nous dans le sud de la France. On a été très très contents d'accueillir pour la première fois pour une semaine formidable Philippe Zdar. Il a pu partager ses connaissances sur un grand format. 7 jours c'est long mais ça permet d'aller assez profondément dans les choses et parler de beaucoup de choses. On a une plateforme qu'on a créée il y a 3 ans qui viennent en complément des sessions d'une semaine qu'on fait dans le sud de la France et c'est une plateforme qui vous permet pareil d'apprendre de grands mixeurs, ingénieurs du son, producteurs de musique, tout ça en ligne sur le site mwtm.com. Donc si vous pouviez accueillir chaleureusement Philippe Zdar, on serait très heureux de l'accueillir à la lumière. Merci les cocos. Bonsoir. Merci Victor. De rien. Merci d'être venu. Merci de. On t'a un planning très très chargé, donc tu as réussi à dégager 1 heure. C'est très gentil d'être venu, te joindre à nous ce soir et de partager un peu de ton expérience, de ta connaissance. Il faut savoir, je voulais juste dire, quand j'ai fait la semaine à la fabrique, c'est un truc dans ma vie que je n'oublierai jamais. C'est un moment tellement fou avec tous les 18 élèves du monde entier, dont 6 Français. On a vécu des moments assez fous. Et voilà, je voulais juste le dire c'était un truc que je n'oublierai jamais. Ouais, mais c'était la première fois que c'est un peu particulier qu'en plus, comme c'est pas la première fois, parce que moi je passe ma vie à raconter des conneries toute la journée, mais donc là, ça changeait pas grand chose, mais c'était juste que là tout le monde m'écoutait, et il y avait que moi qui parlais. Normalement il y a toujours ou Hubert ou qui me coupe la parole ou un challenger, quelqu'un qui essaie d'être drôle. Là il y avait que moi, du coup c'était chaque matin une nouvelle journée qui recommençait. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais bien évidemment absolument rien préparé. Comme ce soir. Bien évidemment. Et puis en fait c'était fantastique. J'ai vécu une expérience humaine comme jamais. Et les autres, d'ailleurs j'en ai revu quelques-uns, et chaque personne qui vient à Paris, il vient visiter le studio, et du coup on repasse des moments et ils me disent tous, c'était super. Voilà, ça c'était pas pour faire de la pub, mais c'est comme ça que je l'ai rencontré lui, il était là tout le temps, il a fait partie de chaque journée. C'est quand même 9 heures par jour pendant 7 jours. Non, c'était incroyable. Et c'est un peu le format qu'on fait pendant 7 jours. C'est très immersif. Mais je pense que peut-être il faut moins parler. Enfin, les autres, peut-être mettre plus des trucs avec les micros. Moi, j'ai raconté vraiment n'importe quoi. Il y en avait qui étaient déçus, bien évidemment. Et puis, on s'est rattrapé à certains moments. Je sentais que ça partait en vrille. Ce que je te propose, Philippe, c'est d'essayer de remonter un peu, de commencer un peu par le début, et de savoir un peu d'où tu viens et voir par quoi tu as commencé. Déjà, t'es pas né dans un studio, c'est un truc que Non, pas du tout, non. Je suis né en Savoie, dans une famille d'hôteliers, je faisais du ski. Et puis, ce qui s'est passé, j'avais un voisin. Non, sinon on m'a parlé des heures que de ça. J'avais un voisin de ma famille chez qui on allait tous les week-ends. C'était devenu mon copain. Et lui, il avait un petit endroit où il jouait de la musique avec des copains. Moi, j'étais pas tellement intéressé. J'adorais le punk, c'est tout ce qui m'intéressait. Et un jour, le batteur était malade, et donc ils sont venus voir ma famille. Ils m'ont dit oui, tu veux pas venir? Et tu tapes sur les tambours. J'ai tapé, et c'est devenu l'épiphanie. Et j'ai dit mais ma vie doit être autour de la musique. Donc après j'ai fait tout ça, donc 14 jusqu'à 18. Après j'étais serveur parce que j'ai famille d'hôtelier. Et un jour j'ai vu une photo d'un studio d'enregistrement. J'ai vu une photo de Eurythmics à Paris. Et je suis allé voir le patron du resto. Mais vraiment là, 1h30 après avoir vu la photo, j'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire. Je dois partir demain. Il m'a dit t'étais un super élément. Vas-y, genre hyper chevaleresque. Et puis il m'a laissé partir. Et puis voilà. Et puis après j'ai tout fait pour être dans un studio. Voilà, c'est tout. Donc c'était pas donné, tu t'es battu pour ça, t'es arrivé dans cet environnement? Non, mais de toute façon j'ai jamais donné. Hein. Mais si on peut parler par exemple d'Hubert, qui est là, non, qui est fils Blanc-Francard, qui est dans les studios, etc. Il bosse comme un fou. Il y a pas de... Je crois pas qu'il y a des mecs comme Messi ou des Picasso, mais même eux, je crois qu'ils bossent comme des tarés. C'est des gens à part qui sont des génies qui arrivent à faire tout ça. Mais nous, il faut qu'on travaille. Il y a rien de donné. Après, par contre, il faut avoir un goal et un
but. Moi, c'était mon but, c'était ça. Je sais pas, cette photo, je l'ai vue, je me suis dit, mais je vais faire ça. Et la première fois que je suis entré dans un studio, c'est un tout petit studio à Toulouse. C'était déjà incroyable. Et puis le jour où je suis arrivé à Marcadet, j'ai vu la SSL, tout ça. Là, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Et après, j'ai tout fait pour y rester. Tout. Alors, je vais jouer des petits extraits de choses sur lesquelles tu as travaillé et tu vas peut-être nous en parler. Je vais jouer un premier morceau qui date de 91, donc ça date maintenant. Ça fait à peu près 30 ans. Mais on l'a déjà entendu. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Donc là sur ce morceau-là, tu t'as enregistré, tu l'as mixé. C'était un des premiers. Ouais, c'est le morceau pour lequel tout a commencé. Avant, j'étais vraiment assistant dans les studios. D'abord T-Boy, ensuite assistant. Un jour, on m'a dit, j'avais envie vraiment d'être ingénieur du son, et on m'a dit, il y a un jeune rappeur, est-ce que tu veux bien l'enregistrer? Et c'est là où tout a commencé. Mais c'était aussi, là, je me rends compte aujourd'hui que c'était le début aussi de ma carrière de producteur, parce que dès le début, j'ai tout de suite dit, ah tiens, faut qu'on trouve un bassiste, on va doubler la basse parce qu'on n'avait pas assez de basse, c'était le sample. J'essayais déjà de faire un peu, en fait, finalement, ce que je fais maintenant, mais je viens juste de réaliser le tambourin aussi. Donc on rajoutait déjà, on commençait à essayer de rajouter des couches de trucs pour pas avoir que le sample, et les autres me laissaient faire, et après je les mixais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rien passé pendant 8-9 mois, et Nova, je me rappelle à l'époque, continuait c'est un truc qui est plus du tout possible maintenant, puisque les choses doivent arriver, si ça se passe pas dans les premiers mois, ça s'arrête. Nova l'a bastonné, et un jour on a vu une espèce de, je sais pas, c'est ce qui est assez vieux pour avoir connu ce moment-là, mais il y avait ce moment où ce morceau passait tout le temps, et c'est devenu une expression. Moi j'étais à la queue d'un concert, et puis j'ai entendu Bouge de là, je me suis dit mais non, mais c'est quoi? Et là, à partir de ce moment-là, c'est monté, puis Solar est devenu Solar après, il y a eu tout plein de bordel, mais pendant un long moment, c'était chambé. Yeah, you're something else. You know I love it when you're near me. You're near me. I like the vibe I get from you, babe. I get from you, and it's your style that I like too, babe. That I like too. I like it when you're near. Speak to me in my ear. Come closer over. Please give me more. I need it. I want it. You could say I'm all up on it. So can you come up for a second, baby? Second, baby. You and me, we can be so free. You inspire, you take me higher. I want you now to show me how to relax me and light my fire. Ça, c'était à Ferber. Hein. Ouais, putain. Ouais. En fait, ça, c'est. Tout à l'heure, on l'avait oublié, mais je voulais vous le mettre pour aussi vous apprendre plein de trucs pour tous ceux qui vont commencer leur carrière. Il y a dans cette expérience-là, il y a eu 3 trucs qui étaient vraiment importants pour moi. La première, c'est que quand on faisait MC Solar, on se faisait vraiment cracher dessus par tous les groupes de hardcore ou de hard. Ouais, les groupes plus hardcore qu'MC Solar qui disaient que c'était horrible, etc., etc. Et le groupe, les superstars du moment que tout le monde adorait, c'était Gangsta. Donc tout le monde était à don sur Gangsta. Et lui, c'était Guru. Guru avait fait un album qui s'appelait Jazzmatazz, et il a appelé Solar pour faire un morceau. Ça, c'est la première chose, donc c'était super. Moi, j'étais là, je bossais avec un Américain dont tout le monde parlait, j'étais trop content. Le deuxième truc que j'ai appris, c'est que ça faisait des années que j'essayais d'avoir des gros kicks de 808. C'est ce qu'on entend là, boum, boum, qui maintenant sont dans des bibliothèques de son tout préparés, qui sonnent incroyablement, mais vous imaginez même pas la galère que c'était avant de faire sonner un kick de 808. Et je ne comprenais pas pourquoi les disques américains avaient un son de kick de 808 incroyable. Et Guru, on a mixé le morceau de Solar qui s'appelait Le Bien, le Mal, et tout d'un coup, je l'ai entendu au téléphone, il parlait avec un manager, il a dit, hey, he knows the sound, he can do it. Et
et il me demande donc de mixer ce morceau qui était avec la meuf de Brenu Evis. J'ai dit bien sûr, je vais mixer le morceau. Ça, c'est la deuxième expérience. Et là, j'ouvre les bandes. C'était encore des bandes 24. Et là, je mets le pied du 808. Et en fait, il y avait absolument pas... ça sonnait, mais... Enfin bon, ça sonnait... j'étais loin encore de Public Enemy, tout ça. Mais en tout cas, ça sonnait 10 fois mieux que tout ce que j'essayais de faire depuis 6 mois. Donc, j'ai réalisé qu'il l'avait enregistré, le pied du 808, et qu'il l'avait bien enregistré, certainement compressé, équalisé, etc. La troisième leçon, c'est qu'ils ont complètement oublié de me payer et de mettre mon nom sur le disque, à part sur le morceau de machin, et ça c'était une autre leçon, parce que j'ai passé mon temps à dire aux gens, ouais, j'ai mixé ce morceau de Guru avec ND et Davenport, et tout le monde me disait, mais allez, sale mytho, et voilà, c'était la clé. Faites-en ce que vous voulez de ces 3 petites leçons, mais il y a un truc à trouver. Et l'autre truc, c'était aussi découvrir Ferber, qui était un studio incroyable, mais très 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 bas. C'est moi qui avais passé ma vie dans un seul studio, ou deux en tout cas. C'était marrant de sortir, d'essayer de voir le machin. Enfin, ça, je pourrais encore trouver d'autres petits trucs, mais voilà, ce morceau-là, il est important pour moi. Et Guru, entre-temps, nous a quittés. J'en ai jamais voulu, bien sûr, on s'est revus après. Et c'était un vrai génie. Est-ce que c'était au même moment que Motorbass c'était Ezio, etc. C'était en 93. C'était 94. Non, là, j'étais encore dans le hip-hop et en fait, ça m'intéressait pas de faire des beats de hip-hop. J'étais vraiment... Et en fait, la Motorbass a commencé uniquement parce qu'on est rentré dans une rave avec Étienne de Crécy et ça, c'est vraiment l'autre. Je pense pouvoir dire que la photo du studio a été l'acte 1 de ma vie. Enfin, l'acte 1, non. En fait, l'acte, je sais pas quoi, de tout ça. Et le jour où on est allé dans la péniche de l'eau... C'était une soirée trans avec Étienne de Crécy et Philippe Gondillon, c'est un mec qui est toujours dans les maisons de disques. On était 3 copains et on a eu le truc qui n'a jamais pu changer. D'ailleurs, ma vie n'a pas changé depuis. Ça, c'était en décembre 91. Et là, le Motorbass, c'est né ce soir-là. En fait. Avec Étienne, on s'est réveillé le matin. On a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut qu'on achète un sampler. Hubert nous a prêté le sien. Et le jour même, on faisait des morceaux. J'ai pris un crédit 7LM pour acheter des platines. J'ai vu là qu'il y avait Laurent. Il est où, Laurent Haut? Je t'ai vu tout à l'heure. Qui était à l'époque... on est devenu super pote et qui m'a donné après ma première chance. J'ai fait Bedroom DJ pendant 4 ans et c'est lui qui m'a fait jouer à son mariage un après-midi. Pour la première fois de ma vie devant un petit peu de gens, c'est trop cool. Donc voilà, non, je voulais juste dire, il y a toujours des moments comme ça, il faut les accepter. Je crois qu'aussi, il y a un truc très important dans la vie, c'est de les repérer. Parce qu'en fait, on peut aussi très bien avoir la photo du studio et continuer sa vie de serveur ou rentrer dans une rave et trouver que c'est dégueulasse ou que le son est horrible. C'était une rave trance, c'était vraiment de la trance. Les mecs jouaient même pas, c'était fabuleux. Ils jouaient avec 2 DAT portables. Donc en fait, il y avait pas de mix. Maintenant, on sait tous ce que c'est que des DJ. Tout le monde sait ce que c'est que mixer 2 disques en même temps. Là, il y avait pas du tout ça. C'était 2 DAT. Les mecs arrivaient directement de Goa. Il y avait une fille qui était très jolie. On était tous amoureux d'elle. Et il y avait un mec qui était, on aurait dit, un elfe, quoi, mais de 160 ans. Il s'appelait Yayo. Il était assez connu, hein. Ouais. Et donc, il mixait pas. C'était incroyable. Tous les tracks commençaient par... Et il finissait par... Donc, le mec passait le... Et là, il prenait le DAT, il envoyait l'autre. C'était fantastique. C'était là, on était comme ça. Il fallait être un peu en forme pour triper comme un dingue. Et c'est bien évidemment ce qu'on avait fait. Voilà, quoi. C'est important de repérer les moments. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, qui sont clés dans votre vie. C'est peut-être ce soir. Premier morceau, Motorbass, Ezio. Ouais, c'était pas les premiers. Les premiers étaient très techno. Et en plus ça allait, plus on devenait un plus house ou plus je sais pas quoi d'ailleurs, avec Étienne. Et donc le premier maxi c'était vraiment une sorte de techno. Et le deuxième maxi ça commençait à devenir un peu plus funky. Et puis ça c'était un morceau qui était dans l'album. Et c'était un morceau important pour moi. C'était la première fois que j'ai entendu un morceau à nous jouer dans une rave au premier de l'an, je crois, en Normandie. Et c'était incroyable, j'arrivais pas à y croire. C'était Jérôme Pacman qui le mettait. Et je trouvais que ça sonnait d'enfer en plus. Mais bon, on était obsédés par Détroit, il faut le dire. C'était notre obsédé. On était totalement obsédés par la musique de Détroit. Il y avait, en fait, c'est marrant, on avait 3 obsessions avec Étienne. C'était Détroit, Amsterdam, qui était aussi obsédé par Détroit. Il y avait vraiment des musiques fantastiques en Hollande dans les années 90. À Détroit, il y a Chicago, avec la house originale. Et nous, on essayait de globaliser, de mélanger tout ça avec notre passion de John Coltrane, du
free jazz, du bebop et du hip-hop. On était fous de hip-hop à l'époque. Donc Motorbass, c'était une espèce de gros bousin comme ça, de trucs qui à l'époque, ça se faisait, c'était pas aussi... Maintenant, on s'est tapé quand même les années 90 et les années 2000 aussi, tout le mash-up, comme on dit. À l'époque, c'était un peu... Il y avait des mecs qui se foutaient de nous, puis il y avait d'autres non, puis voilà, quoi. Et on vendait les disques dans le coffre de ma bagnole, on partait et c'était incroyable, quoi. Je vais revenir sur un autre album que tu avais avec MC Solar, juste avant. Le deuxième album. Ouais. Naguère, les concerts j'étais en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc-mètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y a plus de speakerine. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, c'est là tu fais tout en fait avec MC Solar. Non. Les beats, c'était Jimmy J et Hubert Bombas qui faisaient tous les morceaux. Moi, je participais à donner des idées, des trucs comme ça. Mais ce morceau-là, il est important pour moi parce que c'est la première fois que j'ai touché un tout petit peu du doigt le son que je rêvais d'avoir. En fait, c'est le long trajet que je sais pas si vous l'avez connu dans ce que vous faites, que ce soit musicien, DJ, producteur, ingénieur du son, on est tous en train d'essayer de travailler un truc qui n'arrive jamais. Et à l'époque, moi, il y avait un mec qui rendait fou tout le monde, qui s'appelait Bob Power, qui était le mixeur et le producteur de Tribe Called Quest, qui était un groupe de hip-hop américain fantastique et qui avait un son inouï. Il y avait ça, et il y avait l'antithèse de ça, pour moi, c'était Public Enemy, justement, avec The Bomb Squad, qui était une sorte de groupe de producteurs incroyables, qui ont littéralement changé le monde. Et aussi, il y avait une liberté avec les samples qui faisait qu'on pouvait vraiment changer le monde. Maintenant, le jour où ça s'est arrêté, ce truc-là, le hip-hop est devenu plus normal avec deux notes, des trucs un peu... Il y avait une sorte de folie, et donc je rêvais d'avoir le son de Tribe Called Quest et le son de Public Enemy. Et je m'en rappelle parce que j'ai loué le Graal de tous les compresseurs stéréo, c'est-à-dire le Fairchild, un énorme compresseur qui vaut 30 000 €, qu'on n'arrive même pas à avoir nous. Je l'ai loué pendant, je sais pas, 3 mois, 4 mois. J'ai demandé tout le budget, j'ai dit, ouais, je veux un Fairchild et un U47, et on peut enregistrer Solar et tous les mecs qui venaient. Je vais vous raconter un autre truc important. Donc, et en fait, je passais tout dans ce compresseur Fairchild, et j'ai galéré, je me rappelle, mais exactement du jour du mix de ce morceau, je me suis dit, putain, je crois que ça commence à arriver un tout petit peu. D'ailleurs, quand après on s'est rencontrés avec les Daft et qu'on est devenus potes, on s'est mis à parler avec Thomas un jour sur une terrasse et lui m'a dit il faut que je te dise un truc obsolète, le son est vraiment dément. Et là je me suis dit putain mais c'est incroyable, tu vois, il y avait vraiment un truc, on était plusieurs à se dire qu'on tutoyait un truc, on essayait d'arriver à un machin. Et votre dernière petite anecdote très rapide, donc dans la version longue il y a les sages poètes de la rue qui débarquent et c'était une époque où nous, on était quand même des ingénieurs du son. Il fallait être calme dans le studio. Il y avait l'ingénieur du son fumait des clopes. C'était le highlight de la soirée. Après, il y avait des tarés aussi. Mais voilà, mais c'était quand même très limité à 3 personnes qui font n'importe quoi. Et quand les sages poètes sont arrivés, je crois que c'était la petite cabine du studio 2 à plus 30, qui est un tout petit studio microscopique que j'adore. Le son est hyper tight. Toujours essayer de refaire ce studio d'ailleurs. Et putain, là, dans cette toute petite cabine, il y a les sages poètes qui arrivent. Moi, je sais même pas qui c'est. Et on me dit, dans ces 3 mecs rap, c'est le futur du rap, c'est le futur du rap. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas très bien les sages poètes peuvent écouter leur premier album. Ils ont chacun développé le style de beaucoup de rappeurs après. Et notamment, il y en avait un, Zoxy, qui s'appelait Kiki, qui était un fou dangereux. Mais vraiment, c'était fantastique, quoi. Et là, les gars, moi, j'ai enregistré la voix. Alors, je suis resté très, très calme. Je crois il y avait 40 personnes derrière moi. Ils arrivaient de Boulogne. Il y avait tout Boulogne. Plus, il y avait aussi 2-3 démocrates plus machin. Il y avait, je sais pas, 40 mecs derrière. Et Kiki commence à arriver, genre, quand t'étais jeune, tu gazais parce que t'avais un Snoopy. Maintenant, t'allais pas te gazer. Moi, j'ai des teams et je crie youpi. Un truc comme ça, il arrive en hurlant dans le micro. Et là, derrière, je suis dans un studio avec toute ma culture de calme, voilà, pas la blouse blanche, mais pas loin. Et là, il y a 40 mecs derrière qui crient comme ça. C'était extraordinaire. J'avais les frissons, c'était incroyable. Je me disais, merde, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'entendais même pas les voix, quoi.
Je n'entendais même pas le son, j'entendais rien, mais genre, c'était tellement bon. Et voilà, et on a vécu ce moment-là. Et juste pour finir ce truc-là, c'était quand tu parlais de Ezio tout à l'heure, t'as passé Ezio. Faut savoir qu'il n'y avait pas de clivage, hein, hip-hop, techno. Il n'y avait pas de mec qui disait, moi j'aime bien la techno dans le hip-hop, et il n'y avait pas de mec dans enfin aussi plus. Et donc nous, on mixait Motorbass en secret avec Étienne, on le disait pas au patron, on mixait Motorbass dans la nuit, dans cette cabine où on faisait Solar la journée. Cet album-là. Et c'est pour ça qu'on a fait, on faisait Motorbass la nuit, on se cachait, et moi je me rappelle, il y avait un verrou, je fermais le verrou. Et un matin, il y a Jimmy J qui s'est pointé, qui lui était, je sais pas pourquoi, il est venu 10 fois avant tout le monde. Et Kiki aussi, qui m'a dit, mais quoi, c'est super, vous faites de la techno, j'adore la techno, il commençait à m'annoncer des trucs comme ça. Et Jimmy J est arrivé, on faisait un morceau qui s'est appelé entre-temps Flying Fingers, et au moment de le tourner, c'est-à-dire qu'il est 9h du mat, moi il faut que je ferme tout et puis que je remette la session de Solar, etc. J'allais le tourner sur un DAT, à l'époque on tournait en direct. Jimmy J avait ses platines puisqu'on était sur les séances de Solar et il est arrivé, il a commencé à scratcher, je lui ai dit vas-y scratch, il a scratché hyper vite, on l'a enregistré et c'est devenu notre morceau qui s'appelait Flying Fingers, qui est un morceau un peu mythique de Motorbass. Voilà, c'était pour vous dire à quel point on jonglait entre les horaires, les machins et puis on dormait jamais. C'est la même époque, Get Funked Up, c'est le même moment. Ah ouais, alors ça c'était génial, c'était justement... On faisait les morceaux de Solar avec Hubert la Funk Mob. Moi, je faisais Motorbass de mon côté. Et un jour, il y a un mec qui s'appelle James Lavelle, qui avait un groupe, un label qui s'appelle Mowax, qui nous dit oui, je voudrais vos morceaux, les mêmes choses qu'MC Solar, mais très longs et sans voix. Donc, avec Hubert m'appelle, me dit oui, il faut que tu m'aides là-dessus parce que moi, il faisait que des morceaux de 3 minutes. Il était vraiment obsédé par la pop. Moi, j'étais obsédé par les morceaux de 10 minutes. On a fait un truc qui s'appelait la Funk Mob pour Mowax. Et tout d'un coup, à la fin, les deux me disent ouais, il faut qu'on demande à des remixeurs. Et moi, j'avais 2 héros à cette époque-là. Ils le sont toujours. Il y en a un qui a failli venir d'ailleurs aujourd'hui. Et deux héros, c'était Carl Craig et Richie Houghton. Richie Houghton, il avait un label qui s'appelait Plus 8. C'était de la techno, c'était rien charmé. Carl Craig, il avait fait un maxi. Et donc, je dis à James Lavelle, il faut que tu appelles Carl Craig et Richie Houghton en rigolant, en me disant il ne peut pas les appeler. C'était les 2 superstars à l'époque. James ne savait pas qui c'était. Ils les a appelés, ils ont fait les remixes. Et ça, c'est le remix de Richie qui a perduré pendant... Encore maintenant, moi, les gens souvent me parlent jamais. Chaque fois que je suis dans le milieu de la techno, on me parle ou de Motorbass un peu, mais on parle tout le temps de ce remix. C'est un mix que les gens continuent à jouer. Et qui était hyper en avance finalement, parce qu'en 93, pas hyper en avance, c'est un breakbeat, mais quand tu voulais écouter très fort dans un club, c'est très impressionnant. Et c'est tout le temps de jouer. Et c'est aussi pour dire qu'il faut, si on vous demande un jour, vous avez un choix de remixeur à faire, tapez tout de suite dans la personne avec qui vous rêvez de bosser, quoi. Si on vous dit, est-ce qu'avec qui tu veux travailler, si vous avez rêvé de travailler avec Prince, vous dites, je rêve de travailler avec Prince. En marchant comme ça fonctionne d'une certaine façon. C'est un peu compliqué, on peut être super déçu si on ne travaille plus avec Prince, mais avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, en marchant comme ça, on est sûr qu'on a tiré sur le fil maximum. Encore la 808, le pied du 808 qui est devenu maintenant qui est devenu là en 2018 la ligne de basse du monde entier. Toute la planète fait des lignes de basse en pied du 808. À l'époque, c'était vraiment... Voilà quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Cassius ? Quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé là, on faisait la Funk Mob, mais Hubert, et voilà, en fait, quand il m'a dit Motorbass Get Funked Up, il m'a dit essaie de faire un morceau, mais pas avec le pied tous les temps. Il était pas tellement dans la techno. En fait, c'est marrant, il aimait que des trucs, mais les plus complètement débiles, vraiment, genre, je me rappelle des trucs de UR, mais les morceaux de UR vraiment compliqués. Et je sais pas pourquoi. Et ça, ouais, voilà. Alors ça, c'est le premier morceau de Cassius finalement, parce qu'en fait, un jour, Hubert m'appelle, il était à New York, il peut dans une boîte danser, parce que sa meuf, elle était danseuse chez Alvin Ailey. Là, il tripe comme un dingue au milieu de tout le monde. Oh là, il me dit, en fait, c'est génial, et tout. Sans bouffer d'extra, sans rien du tout. Et il me vient, il me téléphone et il me dit j'ai fait un track un peu comme ça, j'ai mis un pied tous les temps, et c'était ce morceau-là, à part qu'il était à 100, je crois. Donc je me rappelle l'avoir écouté au téléphone et lui dire il faut absolument qu'on le speed. L'époque pour speeder, c'était... Maintenant on fait tut. Maintenant quand tu speedais, ça speedait aussi la tonalité, donc c'était une galère son nom. Et donc on l'a sorti, ça s'appelait L'homme qui valait 3 milliards, et un jour j'ai dit à Hubert écoute, j'ai l'impression que ce nom il est vraiment pourri, qu'on va avoir des problèmes en plus avec, et j'ai inventé un parfum qui va s'appeler Cassius, tu vas voir. Et viens, on prend Cassius, et puis on l'a pris, et c'est devenu Cassius, quoi.
devenu une longue histoire d'amitié et de voyage à travers le monde. 95 alors. Ça devait être en 95, ouais, je pense. Ça, pareil, c'était vinyle dans le coffre. Ouais. C'était merveilleux, les voyages de vinyle dans le coffre. On partait avec un mec qui s'appelait Cédric, qui était vraiment un de mes meilleurs amis aussi, puis le meilleur ami de Cassius, je pense. On partait, on faisait tout un voyage Amsterdam, on s'éclatait à Amsterdam, on vendait 3 magasins Amsterdam, Outland, je sais plus trop quoi. C'était fabuleux, tu avais la réaction directe, quoi. Après, on descendait à Anvers, US Import, je sais plus, chez Cooney. Enfin bon, les mecs te disaient ah, et toi tu disais faut que tu reviennes la semaine prochaine. T'en laissais 10, et là, en fait, avec Sua, on en a vendu 20 000, je crois, le moteur basse aussi, pareil, comme ça. Les mecs disaient oh là, reviens vite. Moi, je les faisais faire à Paris, on les foutait dans le coffre, on montait là-haut, ils nous filaient du cash, on rentrait à Paris. C'était charmé. On s'éclatait, on rencontrait des gens. Et il y avait aussi d'autres moments un peu plus durs, genre à Londres, où là, je pouvais pas aller avec ma bagnole, donc j'y allais. Et là, les mecs se gênaient pas. Par exemple, chez Fat Cat, c'était un endroit où les mecs étaient vraiment très snobs. C'était vraiment tout le monde déteste les vendeurs dans les magasins de disques, hein, ça c'est évident. Alors qu'en fait, ils sont géniaux. Et à Fat Cat, t'arrivais, donc je leur apportais Motorbass. Et en fait, c'était tout simple. Ils te prenaient pas derrière, machin. Il y avait 20 personnes en train de leur acheter leur disque et ils disaient machin. Puis ils disaient What do you think about this? Et toi, t'étais là, comme ça, genre terrorisé. Et les mecs disaient Yes. Et puis le mec disait ouais, vas-y, donne-moi-en 20. Et voilà. Et c'était comme ça. Il y avait un truc de. Je suis pas du tout réactionnaire. Moi, le passé, je m'en fous littéralement. La seule chose qui m'importe là, c'est maintenant, là, avec vous, là. Et mais il y avait un côté démon de se battre pour sa musique et d'avoir des réactions. Maintenant, il y a d'autres façons. Hein. Un mec qui fait un petit clé USB sans morceau et puis qui le joue le soir même, c'est un truc génial. C'était plus compliqué à l'époque, fallait faire des vinyles. Voilà, bon. Et là, on va parler pendant des heures que de ça. Hein. Faut arrêter là. C'était le tube de Cassius. Je continue à le trouver trop compressé, ce morceau, c'est chelou. Hein. Et non, ça, je voulais vous donner une autre leçon, enfin pas une leçon, une ouverture hyper importante. En fait, ce morceau-là, c'était le premier morceau de l'album, mais il était pathétiquement underground. Moi, je faisais Cassius Indéas, et puis il y avait une basse qui tombe. Et un jour, on a 2 copains qui s'appellent Alex et Martin, et ils me disent on a envie de faire un clip. Est-ce qu'on peut prendre un morceau? Donc moi, je leur file ce morceau hyper underground avec Hubert. On dit ouais. Et ils ont fait, je sais pas si vous connaissez ce clip de Cassius 99, qui était un clip qui a changé pas mal de trucs, qui était vraiment fantastique, que MTV après a pris plus ou moins comme exemple pour plein de trucs. Et ils ont fait ce clip qui était incroyable. Et moi, je regarde le clip, je dis putain, mais le clip est incroyable. Et tout le monde se dit la même chose, le patron de la maison de disques, etc. Et la musique derrière, c'était, mais laisse tomber, c'était même pas la peine. On rentrait même pas sur radio. Je sais même pas, carrément, la radio de mon immeuble n'en aurait pas passé. Du coup, on s'est dit, et ça, c'est un truc qu'il faut que vous vous rappeliez, quand je vous disais tout à l'heure, choper les moments, les photos, le machin, les trucs. Ah, je veux faire ça, faut le faire. Faut en tout cas essayer, jamais passer sa vie derrière. Ce jour-là, j'aurais pu faire ça. Là, j'ai compris qu'on avait une image qui était 100 fois mieux qu'une musique. Donc, on allait en fait foutre en l'air le premier clip de ces 2 mecs et foutre en l'air une grande chance dans la vie de Cassius. Et du coup, j'ai regardé De Burtel, et à l'époque, c'était notre patron. C'était le patron de Virgin, c'est lui qui nous les a signés. Et je dis, mais tu sais quoi, mec, vas-y, on bloque tout et on refait. On fait une musique avec Hubert et on la pose dessus. Il faut que ça soit un tube, la musique. Le clip est un tube. Et j'ai bien évidemment jamais dit Alex et Martin qui venaient de faire un montage. Et du coup, on a commencé à faire leur mix. Après, on n'y arrivait pas tellement. On a appelé les Daft. Les Daft nous disent non, surtout pas nous. Si on fait un mix, ils vont parler que de nous, pas de vous. Faites-le vous. Donc j'ai dit putain, les relous. On fait leur remix nous. Hubert un jour arrive, il dit ça, j'ai trouvé un truc avec un sample, blablabla. C'était ce truc-là. Donc là, on a appelé Alex et Martin, ils ont remonté le clip et c'est la seule fois de notre vie, en fait, on a eu un tube avec la 6, un vrai, on était top 6, top 7 en Angleterre, c'était joué je sais pas combien de fois, et du coup, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait vraiment
quand vous devez bloquer les choses, bloquez-les. Et si vous pensez que c'est vraiment important et qu'il y a quelque chose de mieux à faire, faut pas hésiter une seconde. Que d'avoir des regrets toute sa vie en se disant non, ou je suis feignant, ou non, c'est déjà fait, ou Alex et Martin vont faire la gueule. Alex et Martin, bien évidemment, ils ont fait la gueule, mais après, ils ont même plus jamais fait la gueule de leur vie. Derrière, ils s'étaient appelés vers, c'était Phoenix, ils faisaient le Better, et après, c'était One Stripe. T'imagines le morceau des footballeurs? C'est toi qui as fait le clip toute ta vie. Tu peux dire ça. C'est dommage d'ailleurs. C'est bizarre. J'ai le ménage nomade. J'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis. Il est vachement longtemps les morceaux. On va jamais y arriver là. Moi, je veux bien rester des heures. C'est juste que là, on est loin dans les années là. Bah ouais, on est 90, là, tu vas continuer comme ça jusqu'en 2018. 99, il y a trop de choses. Non, là, ça, c'est un truc important quand même. Alors, Primo et la rencontre avec Mathieu M, c'était un mec qui était absolument inconnu à l'époque. Et ils m'ont appelé en me disant, ils ont un morceau, Mathieu t'adore, toi tu connais le funk. Après, on avait une amie en commun très très importante, ma meilleure amie, sa meuf. Et on est devenus potes comme ça, tout de suite. Et après, Mathieu, pour ceux qui sont un petit peu qui suivent Cassius, c'est le mec qui a joué des guitares de Cassius depuis tout le temps. Et moi, dès qu'il m'appelle pour lui, bien évidemment, je suis là pour lui comme lui a été pour nous. Mais là, il y avait un truc sur ce morceau. Et ça aussi, c'est un petit peu pour vous envoyer un peu des fleurs. Non, pas des fleurs, mais en fait, pour faire comprendre que Mix with the Masters, c'est vachement bien, en fait. Avant Mix with the Masters, moi, il y avait un truc que j'adorais. Il y avait un petit magazine américain qui s'appelait Studio Sound. Il y avait en fait plusieurs magazines américains. Et dans tous ces magazines, il y avait des trucs qui étaient excitants, où on voyait du matos. Donc, on se disait, il y a matos, ça, c'était cool. Mais il y avait un truc charmé. Il y avait Inside the Mix, ou whatever, je sais pas comment ça s'appelait, où il prenait une chanson. Et là, il y avait des tonnes de mecs qui racontaient les anecdotes de cette chanson. Et c'est avec ce truc m'a appris, mais vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de trucs que j'ai appris dans l'ordre de ce que je viens de vous raconter sur 99 là. On enlève la musique, le clip, il faut tout changer à la dernière minute. Par exemple, il y avait le mec qui est en train de produire Blondie et ils arrivent, ils font une version de Heart of Glass, c'est reggae, ça faisait When some love and I was a gas. Le mec, il mixe, ils vont pour mastering, le gars prend son taxi, le producteur, il prend un taxi, il entend du disco. Il dit, putain, il arrive, il dit, le lendemain matin, il dit, il faut tout qu'on refasse, c'est pourri en reggae, venez on le fait en disco. Ils ont fait Heart of Glass, qui est devenu, je pense, peut-être un des plus grands tubes de l'histoire de la musique. Donc c'était aussi ce truc de, rappelez-vous, je sens un truc, il faut que je le fasse. Il n'y a pas personne qui nous regarde, en fait. Personne ne va venir te dire, mec, et puis s'il y a quelqu'un qui dit ça, si toi tu le fais vraiment, il faut qu'il aille, tu vois, ou il faut trouver un moyen pour que tu le fasses toi-même. Donc, juste pour vous dire, ces petits studio sound, ça va être difficile. Je digresse pas mal, mais vous inquiétez pas, après, on va prendre l'habitude. S'il y avait un truc de Andy Wallace, c'est, vous l'avez vu ou Andy Wallace, voilà. Andy Wallace commence à parler de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Je vais aller vite, hein. C'était ça le... Et là, il dit, parce que moi, j'avais comme un con, quand j'étais assistante, j'ai jamais regardé j'étais assistante DBF, j'aurais pu regarder, c'était un king, il mixait en 3 minutes, il parlait pendant 6 heures, il mixait en 3 minutes, ça sonnait incroyable, je voyais des mecs qui passaient 18 heures, ils n'arrivaient même pas à arriver là où il était au bout d'1 minute. Je l'ai jamais regardé, je comprenais pas, la seule chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait toujours sourire, raconter des conneries, etc. Et sympa. Et dire oui. Je lis le truc d'Andy Wallace. Andy Wallace nous raconte la relation qu'il avait avec Smell Like Teen Spirit. Les Nirvana détestaient le mix, évidemment. Ils ont tout fait pour que le mix soit fait comme ça. Lui, il l'a fait. C'est devenu Smell Like Teen Spirit, un des plus grands morceaux de tous les temps. Et là, il raconte dans l'anecdote, pour nous, les mixeurs, il dit vous croyez que c'est machin, c'est Dave Grohl, le batteur, je crois. Ouais. Vous croyez que c'est Dave Grohl qui tape? Alors, oui, il tape comme un taré, mais en fait, quand le refrain arrive, je monte les cymbales de 10 dB. 10 dB, on s'en fout des dB, nous, mais sachez que c'est juste plus fort, quoi. C'est genre la différence entre quand je parle comme ça et quand je parle comme ça. Là, il fait comme ça, là, il met, et je me disais, putain, du coup, je vais vite regarder, je sais pas comment on faisait à l'époque, il faut regarder les trucs, tu vois. Je me rappelle, genre, j'essaie de regarder, et là, je comprends, putain, mais c'est vrai. C'est hyper naturel, t'as l'impression que l'autre tape comme un fou dans le refrain, mais lui, il est en phase, il maximise
ce qu'a fait le mec. Et paf, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec Jeudi M à galérer comme un fou sur ce mix. Il fallait que je comprenne qu'il fallait faire comme à Hollywood, ça ira à Hollywood. Quand on était petit, je sais pas comment c'est maintenant, mais on adorait les films américains parce qu'ils étaient tous plus. Quand il y avait si les Français avaient fait Apocalypse Now, on se serait fait chier comme des rats, je pense. C'était super qu'ils faisaient des films d'auteur, etc. C'était parfait la nouvelle vague, mais il fallait pas faire de films d'action, de machin. Oui, il y en avait, mais bon, c'était un peu. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, putain, les Américains, ils abusent. Tous ces trucs, quoi. Et donc, voilà. C'était sur Jeudi M que j'ai pu mettre en place le système que j'avais appris d'Andy Wallace. Et donc, je disais ça parce que les gars qui vont regarder One Mix with the Master, ça se trouve, ça va vous apprendre. Moi, je pars du principe que tout ce qu'on apprend, il faut tout le temps le partager. Pour une raison simple, c'est qu'en général, on a galéré comme des dingues pendant très longtemps pour l'apprendre. On l'apprend par des échecs. Hein. Il faut faire les choses comme ça. À part les mecs dont je parlais tout à l'heure, 3, 4, ils sont 10, quoi. Le Messi, et puis Picasso, et je sais pas qui, Kubrick, et puis chacun dans un milieu. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, mais à mon avis, quand même, ils sont largués aussi, ils ont peur, ils ont tout ce que tu veux. Mais nous, les autres, on apprend qu'en ayant des échecs. Un échec. Donc en fait, quand tu partages, c'est super parce que tu peux tout de suite dire ce que toi, t'as appris par l'échec, et peut-être que la personne qui, si elle t'écoute bien, elle va éviter d'apprendre par les échecs. Et donc, et d'apprendre par ses échecs aussi, mais d'apprendre plus vite. Et Mix with the Masters, là, leur idée un peu genre on partage, je trouve, on partage des moments, des endroits secrets. C'est assez charmé. Parce qu'avant ça, c'est difficile de connaître ce qui se passe dans des endroits secrets, en fait. Et c'est trop bien que vous ayez fait ce truc. Même si pendant la semaine à la fabrique, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement, heureusement, et pas de film, il n'y a rien. Ça aussi, alors voilà, je vous le dis, parce qu'il y a passé de la musique tout le temps, moi je vais plus vite. Je n'ai pas du tout envie de partir, c'est pour que vous puissiez poser des questions. Il faut avoir un... Je crois, hein, dans une carrière, il faut avoir un doigt sur le pouls de sa carrière. C'est-à-dire comprendre que il y a tout le temps un morceau qui vous envoie vers un autre morceau. Quand j'ai mixé Bouge de là, après, bien évidemment, les mecs m'appelaient tous pour mixer. Après, et puis d'un coup, on m'a appelé pour ce groupe, c'était Phoenix, il fait Peter. Au départ, je voulais pas, je me rappelle, j'étais fatigué, je sais pas trop quoi, et tout d'un coup, il m'a joué ce morceau, Marc Tessier-Ducrot et Too Young, et là, j'ai dit, non, mais je ne peux pas ne pas faire ce groupe, c'est fantastique. Il y a plusieurs leçons là-dedans, attendez. Là, ça, c'est la leçon. Vous repérez quand vous allez vous faire envoyer, grâce à cette chanson, c'est un peu comme les satellites qu'on fait rentrer dans un orbite pour qu'après ils repartent pour 6 mois. C'est un peu le même genre. Et l'autre truc que je vais vous dire, le premier jour des mix avec les Phoenix, on se connaissait pas avec les Phoenix, on avait une assez mauvaise, on s'en est parlé après, moi je pensais que c'était des petits cons, ils pensaient que j'étais un gros con. En fait, au bout d'un quart d'heure, on était comme c'était genre les parrains de mes enfants tous réunis, quoi. Et il y a un truc que moi j'aime faire, en fait. Après, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous le dis, il y a un truc que j'adore faire, c'est quand je commence un truc, c'est marquer les esprits, essayer de faire qu'on ait confiance en moi très rapidement. Le studio, c'est pas un endroit où, tout le monde le sait, c'est pas un endroit où la confiance vient facilement, c'est un endroit où un artiste qui est, par définition, complètement aussi timide et paranoïaque que égocentrique et fou, est complètement largué, et toi t'es là pour essayer de lui faire balancer ce qu'il a, etc. Donc avoir confiance, à moins que tu veuilles créer un truc de mind games horrible où tu veux qu'il ait pas confiance, bon, ça c'est possible aussi, c'est une autre façon. Moi en tout cas le premier jour j'essaie d'avoir confiance, et eux ils savaient tous que ça c'était le single, et tout le monde me dit bon alors on va commencer par un morceau tranquille, je dis non on va prendre celui-là, le single, et tout le monde se dit putain non c'est pas vrai, il est complètement con, il est fou. Pourquoi tu fais le premier mix? En plus, en général, le premier mix, il est toujours un peu pourri. C'est celui que tu recalls à la fin, au bout de 15 jours. Mais moi, je voulais marquer l'esprit. Hop. Et puis, je savais qu'ils sortaient d'une expérience un peu difficile où ils avaient vécu un moment où ils n'avaient pas le droit de toucher la console. Ou non, vous approchez pas trop près. On n'a pas le droit de dire si on n'a pas le droit de dire ça. Et moi, je leur ai dit, mec, vous faites ce que vous voulez. C'est absolument pas vrai. Mais bien évidemment, je leur ai dit, si vous avez envie de toucher la console, vous la touchez, quoi. Et là, je me rappelle, j'ai mis les 2 guitares extrêmes. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, non, on peut pas mettre les guitares extrêmes. Hop. Et puis tout d'un coup, hop. Et puis après, je me suis pris la tête comme un fou pour que ça sonne de la mort. Et le soir, c'était gagné. Et en fait, il y avait un truc. N'oubliez jamais le panache, quoi. Enfin, il faut à un moment donné faire des trucs comme ça. C'est important parce que ça règle tout. Tu vois les mecs au téléphone, ils sont là. Non, c'est bon, t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème avec ce mec, il est là. Toi, tu vas galérer comme un dingue parce que de toute façon, mixer, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Hein, je sais pas qui. Alors, il y a des DJ, des producteurs, des musiciens, des mixeurs. Voilà. Alors, tous les autres, sauf les mixeurs, c'est vous avez le meilleur rôle. Le mixeur, c'est une galère sans nom. Et enfin, si on peut faire des bons mix, hein, on peut faire des mix pourris, il n'y a pas besoin d'être très très fin. Quand on commence comme ça à mixer un projet entier, je vous jure, essayez de marquer votre territoire, essayez de marquer les esprits
Parce que ça va être un long voyage avec comme un espèce de truc comme ça. Et bien évidemment, quand c'est down, tout le monde est la première chose. Tu vois, je te l'avais dit que c'était un peine-cul. Au moins, quand t'as marqué tout le monde le premier jour. Et puis, en fait, sinon, quand t'as un mix, dès le premier mix, il défonce, plus personne ne vient t'emmerder. Pendant une semaine, en moins. Et puis après, comme c'est les Phoenix, et qui sont bien relous, et que tous les 5 entendent comme des dauphins, c'est-à-dire qu'ils entendent à plus de... Ils entendent l'air carrément eux. Eh ben ils viennent te faire chier toujours en te disant il y a ça et puis là on avait vu cette petite référence à les Beatles et je dis ça bien évidemment vous avez compris avec tout l'amour que j'ai pour eux. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with the fortunate only, I've been looking for something else. Let's go slowly, discouraged, distant from other interests. On your favorite weekend, and this love for gentlemen only. That's with the fortunate only. No, I gotta be someone else. These days it comes and goes. A list of many, think less but see it grow. C'est encore eux, mais je sais pas combien d'années après. Ce morceau-là, je peux l'écouter encore, là, tu vois, c'est dingue. Oh. Ben, un peu tous, mais celui-là, D'ailleurs, il y a le côté Andy Wallace, j'essaie de le refaire, là. Repousser les cymbales à mort dans l'ensemble. C'est 9 ans plus tard. C'est 9 ans plus tard, voilà. En fait, avec les Phoenix, ils ont fait plusieurs albums, et puis un jour, ils m'ont dit, tu veux pas qu'on... Non, ils m'ont même pas dit ça, non. Non, je leur ai prêté mon studio, et je venais chercher mes disques tous les jours, je passais, puis je leur disais, c'est pas mal ça, blablabla. Et un jour, ils me disaient, ouais, putain, chaque fois que tu passes, là, ça nous enlève une épine du pied, tu veux pas venir plus régulièrement. Puis un jour, ils m'ont dit, c'était tellement mignon, on a fait pleurer, genre, tu veux pas produire notre album, c'était leur 5e album, ils avaient jamais eu de producteur. Enfin, coproduire avec eux, parce que produire avec les Phoenix, c'est coproduire. Et j'ai dit oui, bien sûr, il y avait ces tracks, il y avait tout ça. Et je savais que... Il y a plein d'anecdotes, j'en ai dit plein déjà dans le truc de Mix with the Master, mais dans le truc que je vous essaie de vous donner sur la liberté de vous écouter, il y a des tonnes de trucs sur cet album qui se sont passés. Notamment, par exemple, un jour, je leur ai dit, vous avez le titre de cet album? Ils me disent, oui, on pense à un truc, mais on n'ose pas, c'est tellement abusé. Et puis il y en avait 2 qui étaient complètement contre. Je dis, abusé, vas-y, envoie. Wolfgang Amadeus Phoenix. Je dis, putain, mais ça défonce. Et là, je vois Christian qui fait comme ça, qui était pas sûr du tout, qui dit, putain, merde, il a dit que ça défonçait. Et là, je dis là, ouais, putain, mais ça défonce. Tu vois, c'est genre, c'est quand même les mecs les plus gentils, timides, tout ce que tu veux, calme, enfin, bon, etc. du monde. Donc, vous dire, quand on avait les Phoenix, c'était sûr qu'ils allaient se faire défoncer par tous les mélomanes. Et en fait, voilà, du coup, on a eu, ça c'est bien. Quand vous avez un groupe, si vous faites un album, c'est chambé quand il y a le titre. Parce qu'on peut toujours se rattraper dans les moments, je vous ai dit, c'est tout le temps, hein. Bon, t'as un heureux de faire un disque, hein. Des grands moments, c'est comme être Verseau, quoi. T'es heureux pendant une semaine, et puis d'un coup, pendant un jour, tu veux te suicider. Puis tout d'un coup, t'es hyper heureux. Alors tout pour toi, c'est pas un problème, ça fait comme ça toute ta vie, mais ta meuf, c'est une galère sans nom pour elle. Après, elle même son signe, donc ça va. Elle, si elle est taureau, je rigole. Oui, attends, non, écoute, tu peux continuer. Juste, Wolfgang Amadeus Phoenix, on est en train de traîner au studio, ça traîne. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est pas grave. Je pars en vacances au soleil à Ibiza. J'ai une vieille bagnole là-bas, j'ouvre les fenêtres, on est en novembre, et là-bas en novembre, tu ouvres les fenêtres, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, à l'époque. Maintenant, avec la fonte de glace, non. Et là, j'écoute le CD, non, j'arrête. J'écoute le CD, et là, putain, on se regarde avec ma meuf, je dis, putain, non, mais c'est pas possible, il y avait un feeling, c'était évident, j'avais l'impression d'avoir 14 ans le jour où mère m'a enfin offert un Ciao. C'était une toute petite mobilette et que tout le coup je suis devenu l'homme mobile que j'ai continué à être jusqu'à aujourd'hui. Enfin j'étais mobile avant mais c'était très long quoi. Là, voilà. Et là je vois ce truc, je me dis, et je me rappelle je les ai appelés, ils étaient très énervés que je sois en vacances déjà. Ils étaient encore au studio et je leur dis les mecs c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution, ils se disent de sortir en été, c'est très très important. C'est ça aussi être producteur, faut pas l'oublier, c'est pas dire juste on va prendre ce batteur ou alors on va mettre un pied de 808, on va faire une ligne de basse avec un pied de 808. C'est pas que ça. C'est donc ça. Et donc là, on a fait tout un rétro-planning. C'était une boîte américaine, Glassnote. Alors, comment on fait? Ils ont dit, et si vous rendez la bande le 1er février, c'est bon, on peut sortir avant l'été. Et là, on était en fin novembre, et je peux dire, c'est long. Hein, le studio avec les Phoenix, tout à cette époque-là, on prenait vraiment notre temps et tout ça.
Donc moi j'ai balancé un coup de panache, je leur ai dit 1er février, le 28 janvier c'est mon anniversaire. Hop, on finit l'album le 28 janvier. Banco. Et là on est resté... à la fin on bossait... c'est ce qui est normal dans un studio de bosser autant, mais pas dans notre façon de faire à nous. On n'était pas comme ça et moi j'aime pas quand on passe trop de temps en studio. Ça enlève vachement de recul. Mais là on a bossé 20 heures, on a fini le jour de mon anniversaire. L'album est sorti pendant l'été et ça a été le plus gros morceau. On a vendu 1 million, je crois qu'on a eu un Grammy, patati patata. C'était vraiment un gros machin. Et ça, c'était... c'est l'importance aussi du producteur, qui n'est pas que le gars qui s'occupe du son, qui peut aussi dire à quelqu'un putain, elle est trop belle, alors que tu mets aujourd'hui, c'est là qu'il faut que tu mettes pour les choses. Il y a des milliards d'histoires. Si vous écoutez les histoires... Moi, je me remplis d'histoires de producteurs, d'ingénieurs du son, de chefs opérateurs, parce que c'est aussi une passion pour le cinéma. Et apprendre tout ça, on apprend de tout. D'ailleurs, je vous conseille plein de trucs. Moi, je peux vous conseiller un bouquin que j'adore, qui est hyper bien, c'est les entretiens de Francis Bacon avec Michel Archambault, et je vous le conseille vraiment. Vous allez comprendre à quel point l'art est le même. Tous les problèmes de Francis Bacon qu'il a eu avec sa peinture, c'est la même chose que vous avez avec l'écriture d'un morceau, c'est la même chose qu'à l'architecte, qu'une danseuse, etc. Et en fait, là, le mec vous donne juste des clés qui sont très rapides, que lui, il a expérimenté, et aussi, c'est un génie, il est au top, donc c'est super d'avoir des leçons de mec au top, quoi. Ça, c'est le plus beau mix de ma vie. C'était très long, on a mis 5 jours. Mais c'était avec Seb, Telos. Je sais pas comment dire. Un jour, Tellier vient au studio et il nous dit avec Hubert, je veux Cassius. Je veux vous... Tu sais que c'était cette époque, il prend des mecs comme ça. Je veux Cassius, je veux que vous me fassiez les beats. Vous faites des beats super. Et on a dit, vas-y, c'est quoi le morceau? Et là, le mec... c'est dans mon studio, c'est tout en bordel, etc. Et là, il se met au piano. Par contre, il va falloir laisser le petit passage de voix. C'était mon voix. La structure de ce morceau est folle. 7 minutes de musique, le truc qui déboule, la voix, la basse qui rentre seulement là. Enfin non, il y a une basse là, mais c'est une basse un peu genre à la Walk on the White Side, genre vous. Là, il y a la basse jouée par Sébastien Tellier. Personne ne sait que c'est un grand bassiste. C'est un très très bon bassiste. This is gonna change my life for you. I wanna spend my life with you. So we'll make love on the grass under the moon. No one can tell. Don't be fight you. Bref, si on commence à laisser la musique, on est foutu. Bref, il arrive, Sébastien, et vous savez ce qu'il fait. Il fait cette chanson au piano. Avec Hubert et moi dans le studio. Vous avez vu depuis combien de temps la chanson est arrivée et quand la voix vient d'arriver. Il n'y a pas les strings, il n'y a pas la batterie, il n'y a rien. Donc on est comme ça pendant 5 minutes avec Hubert. Et Télos, il est comme ça. Et moi je dis, merde, qu'est-ce qu'on fout? Et je connais Hubert, je connais par cœur, c'est mon meilleur ami, mon frère. C'est lui, tous ces trucs-là, ça lui casse les couilles. Enfin non, pas casser les couilles, mais tu vois, il a tellement de trucs à faire. Mais c'est pas du coup, il était en train de triper la musique, mais il se posait vraiment la question, qu'est-ce qui va se passer? Mais surtout, c'est pas ça. Bon, ok, on a compris, la boucle, elle est cool. Et là, bien évidemment, au bout de 5 minutes, Télos se met à chanter. Et là, j'ai dit, putain, mec, il faut absolument qu'on fasse ce truc. Entre-temps, bien évidemment, Télos se dit, non, laisse tomber les beats, c'est de la merde. J'ai découvert qu'il y avait Tony Allen, le plus grand batteur, le batteur de Fela, donc autrement dit, un des plus grands batteurs de l'histoire. Il a fait ce truc-là avec machin, et moi, ils m'ont quand même appelé pour mixer. Et on a mixé tout cet album, c'était magique. Et on est resté enfermé avec Sébastien 5 jours pour mixer ce morceau, parce qu'en fait les strings, ils avaient pas beaucoup d'argent, et à l'époque tu allais en Bulgarie ou je sais pas où pour enregistrer les strings, ils avaient qu'une journée, le budget. La batterie est assez mal enregistrée, même si c'était un pote à moi qui l'avait enregistrée, elle était pas mal enregistrée, mais vraiment il m'a fallu une journée entière avec des milliers d'équaliseurs. C'était le début en fait de mon système de mix de maintenant, en fait, de mettre 15 équaliseurs à la suite sur un truc. Enfin non, c'est pas 15, mais pour que ça commence à sonner après là, et je crois que j'ai passé un jour sur la batterie, un jour sur basse machin, et puis après 2 jours je crois sur les strings, et puis à un moment donné on l'a mixé, puis à un moment donné on s'est retourné avec Télos, on a eu les larmes aux yeux, on s'est pris dans les bras, on l'envoie à la maison de disques. Je vous dis ça aussi pour l'anecdote, c'est Record Maker, il y avait 2 mecs à l'époque, Marc Tessier-Crou, c'est pas lui, il est totalement dehors. Là, c'était le début des téléphones portables, etc. Je suis dans ma caisse sur le périph', coup de fil de la maison de disques. Moi j'ai pensé que j'avais fait le plus beau morceau de tous les temps, en fait, tu vois. Et là le mec m'appelle, je lui dis alors, et il me dit, comment peut-on mettre 5 jours pour mixer un morceau? Et là, vous me connaissez pas vraiment. Quand je m'énerve, je peux m'énerver très fort. Du coup, là, j'ai dû me garer sur le périph'.
J'ai mis mes clignotants et là, je crois que j'ai insulté un mec pour la première fois. On s'est reparlé peut-être 10 ans après. Il m'a dit pendant des années, j'ai attendu ton coup de fil. Tu vois. Et c'était juste pour me dire, voilà, nous on sortait de ce truc, 5 jours de mix, les plus beaux moments de notre vie, etc. En plus, moi j'étais payé au mix, tu vois, j'étais pas payé au jour. T'en fous que j'ai dit non mais va te faire, mais man. Et en fait après il était dégoûté parce qu'il payait le studio. Par contre le studio c'était pas le mien, donc voilà. Bah bref, voilà la longue histoire. Ça c'est ouais, les deux. Talking, you just can't stop. When word comes to mind, it's crock. What you say is lackluster. Plus it seems you're trying to put a filibuster. Yeah, right, yeah, okay. Tell me something new, just start the days and see you later. When you're coming home, it's a gift, it's a curse, it's a telephone. Now let's start over with a nice clean slate. Please stop stressing with the hurry up wait. Heard you the first time, that sounds great, but Là, il y a encore une petite truc et pour une leçon que j'ai apprise ce jour-là. Bon, je peux vous raconter d'abord en premier, les Beastie Boys. Moi, j'ai 18 ans quand les Beastie Boys font leur premier album. Adam Yauch, qui nous a quittés, était mon héros. Je m'habillais carrément comme lui. J'avais la même gueule que lui, j'avais mes lunettes, je faisais tout pareil, à part que je jetais pas de la bière sur tout le monde. Je rêvais d'être Beastie Boys. Vous imaginez bien, donc plusieurs années plus tard, un jour j'ai atterri à Milan pour un gig en DJ et je vois mon téléphone et c'est mon agent, on avait un agent anglais, c'était l'agent des Phoenix qui m'envoie Beasties avec 15 points d'exclamation. Et là j'avais les larmes aux yeux, enfin non j'ai pas les larmes aux yeux, j'ai des gros frissons, je me dis non les Beasties quoi, ils veulent bosser avec moi, j'étais pas sûr, après j'apprends qu'ils veulent bosser avec moi. Quand j'ai demandé, parce qu'il faut toujours demander pourquoi les gens veulent bosser avec vous. Déjà faut jamais, enfin ça c'est mon point de vue, faire un truc que vous n'avez pas envie de faire à 100% parce que ça va être une galère infinie. Il faut aimer les morceaux qu'on mixe. Et il faut accepter sur tout un album de 10, 12 morceaux, peut-être qu'il y ait un ou deux morceaux que vous n'aimez pas ou moins, mais il ne faut pas faire des trucs que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Sinon, vous ne pouvez pas renvoyer le feu sacré. Le truc de Beastie Boys, pourquoi je disais donc il m'appelle. Ouais, voilà, ce que je voulais vous dire, ce qui revient tout à l'heure, je dis pourquoi vous m'appelez. Et Adam, en plus c'était Yo, c'était le mec donc, qui était mon héros quand j'étais jeune, me dit because... I've been listening to 100 times to Phoenix album, and I'm still not, and my ears are still not bleeding, and there's lots of bass like in hip hop. Autrement dit, vous avez tous compris. Ma fille était folle de Wolfgang Amadeus Phoenix, et à l'époque c'était la loudness war. Tous les disques faisaient mal aux oreilles, on pouvait pas les écouter pendant très longtemps. Prenez un disque de 2001 de Busta Rhymes, tu l'écoutes 3 fois, t'en peux plus quoi, et tu sais pas pourquoi en fait. C'est juste que ça fait et tous les sons qu'on n'entend jamais. Parce qu'on est ou trop vieux ou qu'on entend mal, qu'on n'est pas un Phoenix. En fait, ils sont là, ils font... Non, on les entend pas. Et à la fin, t'as mal à la tête tout le temps. Donc Adam me disait, moi, j'ai jamais mal à la tête, il y a des basses, on peut essayer. Je dis, ok, on essaye. Là, l'autre truc que je voulais dire par rapport à ce morceau, ok, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé à New York, parce que j'avais accepté de le faire pas dans mon studio, parce qu'ils sont tous américains et ils ont des familles. Je me pointe à New York, Electric Lady, je me dis ok, on va louer plein de matos, on loue une tonne et d'une matos. C'était Kanye qui était en studio depuis 1 an, il y avait de la poussière partout, ils n'avaient même pas touché un seul truc, il y avait eu un fader de stéréo d'ouvert. Mais ça c'est partout maintenant, c'est tout le temps comme ça, tous les studios américains. Si vous voulez brancher une machine, elle n'a jamais été allumée depuis plus de 5 ans. On a loué des lumières, truc c'était génial, tout c'était bien. Et puis à part si c'est certains mixeurs qui font ça, il y a Russell Elevado, il y a plein de mecs géniaux qui utilisent plein de trucs. Et là, en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des moments où ça se passe pas comme ça, quoi, si rapidement. Pendant 2 jours, c'était plus compliqué, plus long, plus tout ce que tu veux. Et ok, c'est le morceau où j'ai gagné la confiance d'Adam Yauch. Je sentais que, et d'ailleurs, Mike dit, on est resté super potes et on en parle tout le temps. Il me dit, c'est vrai qu'à un moment donné, on en parlait. On disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Crazy Frenchman? Tout tombait en ruine. Je m'étais trop fort. Bon, il y avait des trucs, ils étaient pas habitués de tout ce bordel. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, Philippe, là, il faut absolument que ça, c'est pareil, quand vous sentez le pouls de votre carrière, de tous vos trucs, là, c'est important que vous sachiez aussi quand vous êtes en train de perdre le gig, quand vous êtes en train de rater. C'est in French, hein? All right, I just talked about you 10 minutes ago. De bien sentir le moment où vous êtes en train de lâcher ce moment. Et là, il faut vraiment il faut s'en rendre compte. Il y a 2 possibilités. Ou on flippe, on s'effondre, ou alors on se bat, quoi, comme il faut. Et là, sur OK, je me rappelle, j'avais fait tous les trucs bien stéréo, etc. Et je me suis dit, putain, là, il faut qu'il aime. Et là, il m'a dit, OK, on continue. Et à partir de là, ça a été
un moment de bliss total. I wanna run, I wanna shake off this feeling I have for you. Why can't you let me go? What did I ever do to you? Why can't you let me know? What did I ever do to you? Broken dreams and broken faces, I run all the darkest races. Get out of me, respect what I say. Get out of me, you hurt me every day. Oh, how I miss you, I miss you there. Oh, how I miss you, I miss you there. Oh, how I miss you, I miss you there. Oh, how I miss you, I miss you there. Always thought I could ditch you, but C'est peut-être au même moment, je me souviens, moi c'est tout un grand pâté tout ça, mais il y a un truc là-dessus qui est important. Ça c'est les Raptures, donc ils m'ont téléphoné, est-ce que tu veux produire notre album? Moi j'adorais les Raptures. Ils sortaient de premier album qui avait changé complètement le monde et même notre monde. À nous les DJ, tous les DJ de house, on était super tranquilles, et de techno, on était complètement dans notre monde. Il y avait un côté assez pépère, DJ house et techno, et puis eux ils sont arrivés un jour avec un morceau qui s'appelait House of Jealous Lovers, et tous les DJ se sont mis à marquer ce morceau-là en plein milieu des sets de house. Et nous on était là, mais attends, c'est pas normal, il n'y a pas le pied tous les temps, il n'y a pas tout le bordel, etc. Et ils ont ouvert la porte à tout un bordel pas vraiment, mais tout d'un coup plein de nouvelles familles qui ont sorti un petit peu les DJ house et techno de leur tranquillité. Donc le premier album des Raptures était fantastique, c'était vraiment incroyable. Après le deuxième, je crois qu'il s'était un peu mal passé, donc ils m'ont proposé de faire celui-là, j'adorais. J'ai dit oui tout de suite. Et les chansons étaient chambées. Et il y avait un truc que je voulais faire, et là ça c'est important aussi, un petit détail, mais moi j'adore que ça vive vraiment. Et là c'est un grand groupe, ils jouent vraiment bien tous ensemble. Et donc j'aurais dit on va faire la track tous ensemble, totalement vraiment comme dans les années 60, donc tout le monde all together. J'ai découvert aussi que, vous pourrez le réécouter ce morceau Miss You, il y avait un côté démon qui pouvait faire une métaphore de la chanson à jouer sur le tempo. Et du coup, la chanson, on dit rushing ou dragging, c'est-à-dire pousser ou tirer tout le temps en langage de studio. D'ailleurs, il y avait une machine quand j'étais jeune de synchronisation qui s'appelait Russian Dragon. C'était une machine où tu voyais si ça rushait ou si ça draguait, parce qu'avant, il fallait synchroniser les magnétos, de savoir laisser tomber tout ça. Tout ça, est-il que il y avait un truc charmé dans le fait que dans le couplet avec les paroles, il rushait, et tout d'un coup, le refrain, machin. Donc, on a beaucoup mis l'accent là-dessus au moment de la prise, où je leur disais, et là le tempo descend vachement, et j'étais persuadé, on s'est complètement planté, l'album s'est complètement planté, et moi j'étais persuadé que ça allait apporter un truc très nouveau dans l'oreille des kids de ce moment-là, qui sont complètement gridés. On est complètement tous gridés là, que ce soit la pop musique, la pop musique maintenant c'est du hip-hop avec les meufs qui chantent, enfin c'est du urban, la dance, tout est gridé, tout est sur le même tempo, on peut matcher pop, pop, on a l'habitude, même on est hyper habitué, maintenant même dans les concerts les gens tapent dans les mains sur le one, sur le tout, donc tout va bien, mais c'est bien d'apporter un truc nouveau qui est en fait un truc ancien, et donc voilà, j'ai vachement abusé là-dessus, j'ai recommencé avec Franz Ferdinand l'année dernière, et je suis persuadé que je vais y arriver. D'ailleurs avec Franz Ferdinand ça a bien marché l'album, donc c'est une bonne chose. C'est aussi une façon il faut toujours lutter aussi. Il y a un côté, je vous ai dit tout à l'heure, panache, ok, super. La résistance aussi. Résistance. C'est hyper important d'être en résistance. Tout le temps. Actuellement, il y a quand même, les musiques sont faites dans une chambre, dans un aéroport, oh bah c'est super, allez, hop, oh, tu vois, il y a un côté quand même, c'était plus galère quand tu devais fabriquer un vinyle, tu avais la question de te poser, ok, ça me coûte 1200 francs, est-ce qu'il est vraiment bien le morceau? Maintenant, on s'en branle complètement, il est comment le morceau? Ouais, tiens, je le fous demain matin, voilà. Et c'est pas un problème, parce que du coup, il y a plein de morceaux chambés qui sortent, mais voilà. Mais en tout cas, apporter justement, aller à contre-courant de ce qui se fait. Et le côté, si vous avez un groupe de rock qui joue très bien, s'il joue très mal, on va pas se grider tout le monde. Mais la Rapture au Franz Ferdinand, c'est des groupes qui jouent, quoi. C'est des mecs qui ont fait des centaines de concerts, etc., qui jouent comme des brutes. Si vous les mettez dans un studio, vous les mettez bien, et voilà, quoi. Et ben ça, c'était un truc que j'avais en tête et que j'assisterai encore à faire ça. Ça donne de la vie aux morceaux. On est quand même là pour apporter de la vie aux morceaux, surtout avec les morceaux faits avec les sampleurs. Et moi, j'avais une vieille expertise du hip-hop. Au début du hip-hop, on essayait d'apporter de la vie à un truc avec une boucle, rien du tout, quoi. Il y avait le rappeur qui apportait de la vie, mais il fallait aussi derrière faire des espèces de petits tricks pour. Et voilà.
ça c'est un morceau de Cassius. Maintenant, peut-être dans les leçons, enfin dans les trucs que j'essaie de vous apprendre sur le choper les momentum et les... Il y a un truc qu'il y a eu, comme dans le clip de 99 sur ce morceau. Ce morceau-là, en fait, il nous a été demandé... Alors, l'histoire, il y a un truc très important. Quand vous faites des remixes, par exemple, si vous vous rendez compte que vraiment le truc que vous êtes en train de faire est vraiment chambé, n'hésitez pas à le garder pour vous. C'était le cas, c'était un remix. Le truc, il y avait une toute petite boucle qui faisait « Oh, I love you so », puis d'un coup, c'est pendant 5 minutes, puis d'un coup, il y a le truc qui revenait. Et moi, j'arrêtais pas de me dire « Putain, mais la toute petite boucle, elle est chambée ». Après, il y a une marque de boissons énergétiques qui nous demande de faire leur hymne. Nous, on a ça avec Hubert, on leur propose, les mecs disent « Ah ouais, ça tue !» Ibiza Summit, je sais même plus comment ça s'appelle, Music Summit, whatever. Un truc où on va à Ibiza, où des mecs parlent comme nous, là, tu vois. Maintenant, c'est devenu très connu. IMS. Et ils nous disent, le mec de l'IMS nous dit « Ah putain, mais en fait, on adore le track que vous avez fait pour la boisson énergétique. Qu'est-ce qu'on peut le prendre comme hymne de l'IMS ?» Moi, je me dis « Putain, ça commence à me faire chier. » Je dis « Ok. » Et voilà, ça, c'est la petite leçon que je voulais vous dire. C'est tout le monde est hyper important. C'est ridicule ce que je veux dire et vous allez croire que c'est comme les acteurs américains qui disent ouais tout le monde l'exige. La vie de tout le monde est bien important. On était dans ce truc AMS, donc là il y a 300 personnes en face, à part qui s'en montent pas. On passe ce track. Ce track, en fait, c'était un peu le cul entre deux chaises. Hubert et moi, on est obsédés par la house, donc ça faisait et tout d'un coup, boum, badum, bam, boum, badum, bam, boum, badum, bam, boum, puis après, I love you so, c'était ça l'idée. Le truc s'arrête. Déjà, je dis Hubert, je pense qu'il faut pas qu'on le file à l'IMS ni à la boîte énergisante, parce que tout le monde l'adore. Et là, il y a un Hollandais qui arrive. Il a 19 ans. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il arrive, il fait sorry guys, sorry. Je dis yes. Il dit please, keep it as a slow song. We all need a slow jam in the clubs. Le mec, je me dis, he's 19 years old? No, how old are you? He said 19. I said, okay. You know what? My girlfriend told me the same thing. And so, on se dit avec Hubert, bon, et là, on est parti au studio, on a effacé le boom, badoum, baboum, qui était ridicule en plus. On s'est pris la tête comme des fous. Je pense qu'on a mis 2 fois plus longtemps pour faire le couplet, qui en fait est un peu merdique, mais en fait, qui est quand même hyper cool. Et voilà. Et on a balancé ce track. Là, on était vraiment hyper ringard Cassius à ce moment-là. On se retrouve dans un gig en DJ en Écosse, ou non, un gros festival. Je pense que tout le monde je sais pas, je ne sais plus son nom, mais Monsters of, je sais pas trop quoi, enfin bon, un gros festival, et on est dans une chambre d'hôtel, on s'emmerde, et on passe comme ça devant Mehdi et Pedro qui avaient de bangers, et eux, c'était, laisse tomber, on parlait que d'être bangers toute la journée, et nous, on était là, putain. Et là, ils font, putain, c'est chambé, et si on faisait un maxi? Et en fait, ça nous a remis, nous, tout d'un coup, il y a eu de nouveau plein de kids qui venaient, etc. Et on avait ce track qu'on pouvait jouer pendant des heures. Et Pedro est arrivé avec l'histoire de la vidéo, et voilà. C'était juste aussi pour vous dire de bien, c'est toujours pareil, en fait, je viens de comprendre, en fait, là, en vous parlant, à quel point c'est important de comprendre les moments clés de nos vies, à chacun. Parce qu'on a tous exactement, on n'a pas les mêmes expériences, machin, mais il nous arrive exactement tous les mêmes problèmes. On était dans un taxi, et on était à New York avec Pedro, Mehdi, et tout d'un coup, Pedro nous dit, il y a Drake qui m'appelle, il veut rapper sur I Love You So. Moi, je suis désolé. Et encore maintenant, enfin quoi que non, là ça commence à aller mieux. J'étais pas grand fan de Drake. Mais j'ai toujours été un peu nul, moi, pour repérer les mecs qui vont être très très connus après. Et il avait fait, mais je sais pas, et Mehdi, il était là, putain, c'est Drake, merde! Et le Mehdi, c'était le plus grand avocat de Drake. Et il avait pas besoin d'avocat, les gens adoraient, mais moi j'étais là, Drake, sur I Love You So, putain. Et là, Pedro était là, putain, mais c'est hyper gros quand même, tu te rends pas compte. Bon, bref, un jour se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je disais, il faut qu'on réfléchisse. Et le lendemain, je vous jure, hein, c'est vrai, Pedro appelle et dit, il y a Jay-Z qui veut rapper sur... Il y a Jay-Z qui veut rapper sur le track. Jay-Z? Ah! Si j'avais su, tu vois, je pense qu'on aurait filé à Drake. Je savais pas qu'il allait devenir Jay-Z est charmé, hein, mais il y avait aussi Kanye. Et donc, ils veulent rapper sur le track. Je dis, ok, ils veulent rapper sur le track. Bon, super, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un sample? Non, ils veulent reprendre la session. Donc, on s'est tous retrouvés à Paris, dans le studio. Ça, c'est pas pour vous raconter. Tout ça, on le passe très vite, ok. Le résultat, j'en suis pas fou. En plus, ils ont mis le Mr. Hudson qui reprend la meuf. Ça marche pas tellement bien. Juste voilà, ils me disent, tu veux le mixer, Philippe? Je dis, mais ouais, bien sûr, je vais le mixer. Le même trip qu'avec Guru, avec Gangstar, quand il a dit yeah, he knows the beats, he knows the sound, he can do it. Là, je vais gagner, là, yeah, he can do it. Moi, je mixe ce putain de morceau, et ils me disent, le premier morceau de l'album était fantastique, après ils l'ont un peu détruit, ça s'appelait Lift Off avec Beyoncé. Ils me disent, il faut que tu mixes aussi le morceau avec Beyoncé. Là, je dis, putain, je viens d'Aix-les-Bains. Tout ça, et tout d'un coup, là, ça faisait beaucoup, vous voyez, mais en fait, il y a un truc qui est cool, moi, ça m'a jamais dérangé, les trucs qui sont trop, je m'en fous, en fait. Ça passera ou ça passera pas, on va pas en crever, tu vois. Et là, j'ai fait une connerie énorme. Et là, ça, c'est important qu'il faut vous en souvenir. C'est important de pas être, quand on est, comment dirais-je, moi, je suis très... Merde.
trop respectueux. Enfin, comment dire, putain. Je croyais qu'ils allaient comprendre. J'ai fait ce mix, et au lieu de faire ce que tous les gens du son, tous les mixeurs du monde font, c'est-à-dire, ils font une listening copy. C'est-à-dire, quand on fait un mix, il est tout horrible, hein, il est comme ça, on l'emmène au mastering, du coup c'est fantastique, incroyable. D'ailleurs, je vous passe en 2 secondes, juste, je reviens 20 ans avant, un jour on me demande de faire un mix dans un album, il y avait un très bon mixeur, et moi je fais un mix, c'était horrible, et le mix il faisait comme ça. J'écoute mon mix, je dis putain c'est pas possible, et le très grand mixeur, lui, c'est le mix sur la... C'était incroyable. Par au mastering, devine quoi, mon mix, c'était le meilleur mix. Je me suis dit, putain, le mastering, c'est hyper important. Ça aussi, très important, se rappeler le mastering, c'est très important. Et là, bien évidemment, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais envoyer ce morceau à Jay-Z et à Kanye West, et je vais leur envoyer comme ça. Je vais pas faire un listening copy, puisque je suis une personne qui fait pas le listening copy, puisque je suis intègre. Et je mets un long mail. Please, when you receive this thing, put it inside your iTunes and put lots of highs and lots of mediums. Laisse tomber, personne m'a jamais répondu. Ils ont tout refait derrière. Après, je suis devenu pote avec l'ingénieur du son. Noah, il m'a dit, mais personne comprenait, ça faisait comme ça. Je dis, bah oui, mais mec, mais c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et lui, il me dit, on adore l'original. Je dis, bah l'original aussi, c'est comme ça. Et ça n'a jamais marché, j'ai jamais pu refaire. Et après, ils ont tout refait. Donc, n'hésitez pas aussi quand même. Le compromis, je ne supporte pas. Je déteste les compromis. Par contre, parfois, il faut savoir faire des efforts pour... surtout si c'est énorme. C'est pas normal que tu envoies un mix qui sonne vraiment mal en disant, mec, tiens, faut que tu fasses ça pour que tu t'imagines. Déjà, je pense que personne l'a lu, mon mail. Il est trop long, déjà. Tu vois, c'est pas possible. La première chose qu'ils font, c'est écouter. Écoute, c'est bien ou pas? Et c'est con, parce que le mix de Beyoncé, là, de Lift Off, je l'ai toujours. Je le garde, parce que je sais qu'un jour, je l'ai. Il est fantastique. Après, ils ont tout rajouté, des tonnes de beats de 808. Ils se sont compliqués la vie. Je pense qu'ils ont paniqué. Plus, il y avait un gros problème sur... Jay-Z voulait garder ce morceau pour lui parce qu'il avait décidé que c'était ses mots, et Kanye voulait absolument rapper. Et tout le monde nous disait il y a une grosse galère, etc. Vas-y, on passe. Vous allez bientôt poser des questions là ou quoi? Hotel room in the street below. People come, people go. All the friends that we used to know ain't coming back. Ain't coming back. Ain't coming back. See, your heart has a rhythm. Well, see, you got your secret on. You say you have nothing to hide. Ça, c'est Sean Marshall, Cat Power. C'est pour moi la chanteuse actuellement sur Terre qui m'émeut le plus. C'est pareil, ça revient à tout à l'heure. Quand elle m'a téléphoné, j'étais très fier parce que c'était vraiment une icône, genre intouchable. Et moi, je lui ai dit pourquoi. Elle a toujours la même question. Faut toujours que vous sachiez pourquoi les gens vous appellent. Hein. Elle m'a dit parce que j'écoute les Beastie Boys dans ma bagnole depuis. Et là, tout d'un coup, j'ai compris la vie, quoi. Phoenix, les Beastie Boys, Cat Power, je sais pas quoi un jour, ou même c'est déjà arrivé depuis. C'est toujours comme ça. Si vous faites du bon travail, on l'écoute, les gens qui machin, surtout à un moment donné dans l'histoire où on a besoin de choses comme ça. Pour parler de Sean, c'est un être aussi compliqué que simple, un vrai génie de l'écriture, et puis voilà. Et là, il y avait un truc j'étais pas producteur de ce disque, elle s'inquiétait vachement, elle voulait être producteur de ce disque, et elle me disait, on n'arrête pas de me dire que c'est toi, ils vont dire les journalistes vont dire que c'est toi le producteur. J'ai dit non, je veux pas, et d'ailleurs j'ai fait un statement, je lui ai dit, j'ai même refusé de l'argent à la fin. Je voulais absolument qu'elle soit que son rêve de producteur, et sur ce morceau, on en parlait tous les deux, et on voulait qu'il y ait ce côté où il n'y a jamais rien, ça aurait pu être de la house ou de la techno, il n'y avait rien, jamais, juste une boucle longue, mais pas en boucle, le piano était en live, et sur laquelle elle chante sa chanson. Et c'est là aussi où, au moment des mix, il faut aller chercher. Ça peut être rien, quoi. Ça peut être le souffle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu joues avec le souffle. Tu peux jouer avec le souffle. C'est les effets dramatiques. Il faut s'intéresser à tout.
Faut lire les entretiens, par exemple, de Hitchcock avec Truffaut. Il dit, t'enlèves toujours une scène que t'adores. Après, tu regardes un petit film, les leçons de cinéma de Martin Scorsese, et tout d'un coup, il te montre un truc d'Hitchcock où, en fait, il y a un mec qui va tuer quelqu'un, il est très, très énervé, il y a une grosse baraque, il y va, et puis, il rentre dans la baraque, il ferme la porte, et en fait, là, tu dis, bon, on va voir ce qui se passe. Ça va être contre-champ, on va voir ce qui se passe, il va tuer tout le monde. Non. On continue à regarder la baraque, puis tout d'un coup, juste par la fenêtre, ça fait PAM! PAM! Un petit éclat. Tous ces petits trucs. Vous êtes là pour ça. Quoi que vous fassiez, hein. Si t'es musicien, t'es en train de faire des chansons, t'as envie qu'elles soient entendues et aimées, j'imagine, ou alors c'est bien aussi si tu le fais pour toi tout seul. Producteur, machin, t'es au service de gens, etc. Il faut toujours penser à ça et il faut toujours aller chercher tout. Et c'est le plus dur, c'est quand il y a rien. Là, je viens de galérer comme un fou sur un mix hier, depuis 2 jours, où il n'y a rien, produit par Joseph de Métronomie, pour une artiste qui s'appelle Robin, qui est une Suédoise. J'ai fait le premier single, qui était un truc trance un peu, où il y avait tellement de choses, c'était un plaisir, on met des reverbs, on met des délais, j'ai acheté plein de délais à bande, on y va. Et hier, je me retrouve avec ce morceau où il n'y a rien, une basse, une batterie. C'était très très long de créer, sans parjurer le travail de production de Joseph, de créer ça. Et là, il y a ça là-dedans, dans ce morceau. C'est des tout petits mouvements de rien du tout. C'est pas tout le temps comme Smell Like Teen Spirit, c'est pas tout le temps qu'il faut faire, etc. Il faut respecter, il faut se mettre dans le moule de l'artiste aussi. C'est-à-dire qu'on est au service de quelqu'un, on essaie de le faire accoucher, en fait, finalement. Le producteur, c'est que l'accoucheur, le psy ou ce que tu veux. Mais c'est ça, c'est le mec qui essaye de faire que quelqu'un qui a quelque chose à dire, et si possible, qui a du talent, et heureusement, j'espère, arrive à le balancer sur une bande et ne pas tout craquer à la fin en disant « je veux plus ». C'est ça. Toi, tu veux dire pour dire « non, attends, on va le sortir quand même, ton disque. Sinon, c'est comme Frank Ocean qui a toujours... mais c'est génial, hein, mais qui fait 9 disques et puis qui en sort qu'un. Nous, on est là aussi pour, si ça vaut le coup, il faut le sortir. C'est important, le producteur. Si vous acceptez le job de producteur, il faut avoir tout ce qui est derrière. Et si vous acceptez le rôle de mixeur aussi, si vous acceptez le rôle d'arrangeur, ou je sais pas moi, qui fait quoi ici, je trouve ça déjà fou que vous veniez écouter. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait. Mais bien sûr, c'est bien, parce que là, des morceaux, on peut en mettre des tonnes. Hein. Il y en a trop. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des gens qui souhaiteraient poser des questions à Philippe, ou tout le monde veut rentrer chez soi? Non? Levez la main, on a des micros, on vous passe le micro. Première question là-bas. Salut. Salut. Je me demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu rêves de travailler? Vivant. Ouais, il y en a. En fait, je dois t'avouer un truc, c'est que j'écoute, comme je travaille beaucoup, etc. En fait, la seule musique moderne que j'écoute, c'est de la musique à jouer en DJ. J'écoute très très peu donc je sais pas vraiment. Ouais, j'adorerais travailler avec Métronomie pour de vrai. Et il y a des chanteuses que je trouve de plus en plus cool, et des chanteurs aussi. Je sais pas, j'aurais rêvé de travailler avec Stevie Wonder, moi, tu vois, tout simplement. Mais c'était mon seul rêve, en fait. Prince et Stevie Wonder et John Coltrane. Enfin, tu vois. Mais bon, il y a toujours. Ouais, mais je le fais, en fait. Voilà, pour répondre à ta question, ouais, j'ai la chance, c'est qu'il y a des artistes qui m'appellent, avec qui je suis très content de travailler. Je vais essayer de réfléchir à te trouver un truc avant la fin, mais en fait, les gens avec qui je bosse, je rêvais de travailler avec les BC Boys, je rêvais de travailler avec Cat Power, très honnêtement. Une autre question, peut-être? Non, public timide. C'est bien ça. Ben voilà. Ben non. Ah, une question là-bas. Une question sur les dates de mon stand-up. Voilà. Je serai à Toulouse le 12 mai. Dans la zone résidentielle. Bonsoir Philippe. Crépy-en-Valois. Très fan de votre carrière, mais aussi très fan de votre période hip-hop. Et je voudrais savoir, est-ce que produire un artiste de hip-hop, ça vous manque pas, quoi? C'est incroyable parce que t'es en train de... Enfin, on peut se tutoyer. Hein. Ouais. Ma fin de ma vie avec le hip-hop, elle a été assez violente, en fait. C'est ça qui m'a enlevé du hip-hop. C'est pas... c'était une période un peu compliquée. Le rap, maintenant, c'est plus pareil. C'était vraiment... les années 90, c'est pas pareil. Bon, j'ai eu des difficultés avec plusieurs personnes. Et moi, je suis pas du tout violente, qui est assez violente. Je me suis retiré du hip-hop par défaut, pas par le non-amour de la musique ou par machin. C'est vraiment ça qui m'a fait enlever. Après, du coup, le hip-hop, pour moi, c'est complètement... il est parti. Et ça me manque des fois, souvent. Et notamment, c'est incroyable, parce que là, je devais voir hier Kiki et Francky des Sages-Potes de la rue. Je repensais à ça, je repensais au truc de rap. Il y avait ce truc, là, où tout d'un coup... je réfléchissais aux morceaux que j'avais pu faire. Ça me manque, ouais, ça manque. Je vais certainement le refaire un jour. Mais par contre, quand je vous disais tout à l'heure que j'étais nul avec les trucs, genre que j'avais raté Drake, par exemple, qu'on avait raté Drake, il y a je sais pas combien d'années, on faisait Ibifornia, il y a 8 ans, il y a un mec qui m'appelle, et c'était un rappeur d'un groupe de 1995, ça s'appelle Nekfeu. Ils nous ont demandé plein de fois des morceaux, et nous, Hubert, on était là, ouais, on sait pas. Et genre, le mec est devenu genre une superstar énorme, on aurait dû les faire. On les a pas fait. Mais, ça reviendra certainement, mais c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'aujourd'hui j'en parlais. Non mais c'est dommage avec Nekfeu parce que alors la période
Ibifornia, c'est l'époque où un 995 c'était vraiment le boom bap. Exactement. Comme à l'époque avec Solar. C'est pour ça qu'ils nous appelaient en fait. Ils nous appelaient en nous disant ça, mais nous c'était pas qu'on voulait pas faire Nekfeu. Moi j'y comprenais rien, très honnêtement, je sais pas qui c'était Nekfeu, etc. J'entendais bien que 1995 il y a un truc charmé, mais on était sur Ibifornia et il y a ce truc trop, parfois nous on est trop intègre, tu vois. C'était compliqué, j'avais du mal à penser. Et comme Hubert n'a pas sauté sur l'occasion, on l'a pas fait. Ma fille qui a maintenant 17 ans, je te dis pas, le jour où je lui ai dit, je crois c'est la première fois de sa vie, elle a fait me mettre une tarte quoi. Elle était bien évidemment amoureuse de Nekfeu comme toutes les filles de 17 ans, il y a 5 ou 6 ans, je sais pas quand c'était. Et après, elle m'a demandé, tu peux m'avoir des places pour le concert? J'ai dû appeler le cum qui m'appelait pour faire les beats, pour lui demander des places pour le concert, alors que j'avais pas fait les beats. Enfin, tu vois, c'était complètement ubuesque, mais c'était charmé. Mais voilà, il y a une autre truc comme ça, si vous voulez que je vous dise en 2 secondes. En 1990, quand j'étais encore complètement stressé de pouvoir faire ma carrière dans la musique, j'ai monté une boîte de management d'artistes. C'était une erreur funeste. Et un jour, mon associé, elle me fait écouter une cassette. Elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, c'est horrible, c'est impossible. C'était Pascal Obispo. 5 mois plus tard, il vendait 1 500 000 albums, je crois. Et j'ai dit à mon associé, Anne, je pense que la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que je quitte cette société et que j'ai volé de mes propres ailes. J'ai juste une dernière question, Philippe. Vas-y, j'ai quelques vinyles. Vu que t'es le seul à faire. Est-ce que tu pourrais me les dédicacer à la fin? Bien sûr, t'es fou, quoi. Merci. On a des questions très au fond là-bas. Ça va être pratique. On a 2 questions. Levez la main pour qu'on puisse vous voir. Ouais. Allez-y avec les questions, parce que sinon on va vous remettre des vieux tracks. Ouais, voilà. Ah, sinon j'ai. J'ai plein de Cassius. Pas jouer. Bonjour, félicitations. Bonjour. Félicitations. Pour notamment Phoenix, que j'adore. Je suis Guillaume de la société Root Master Sound. C'est un procédé de mastering particulier. Alors j'ai une question particulière par rapport au mix, peut-être de nos jours. La tendance à monoiser, si je puis dire, les basses qu'on retrouve sur les vinyles, est-ce qu'elle est intéressante et exploitée, voire surexploitée dans la zone numérique pour des raisons d'efficacité? C'est un peu technique, mais... Non, c'est pas du tout... vous avez tous compris, quoi. Les basses, on les met en mono. À l'époque, dans les vinyles, si tu mettais des basses en stéréo, il fallait faire rentrer le truc, ça devenait très large et le machin sautait. Oui, ça pouvait. Derrière la preuve, Flying Finger, ça sautait. Le vinyle, c'était... On a mis beaucoup trop de basses. Écoute, alors moi, je vais te dire, j'ai toujours fait des basses stéréo. Oui. En me battant toujours pour qu'il y ait une basse au milieu. C'est important. Je sais pas qui mixe pas, mais je crois que les métaphores et les trucs marchent pour tout. Je vous dis, dans ce truc de Francis Bacon, j'hallucinais, il parlait de peinture et je croyais qu'il parlait de mix. Donc ça marche pour tout. Et il y a un truc que vous devez tous savoir, tous comprendre, je pense, hein, c'est important, c'est qu'il y a des choses qui doivent être au milieu. Avec ce nouveau monde où c'est très facile de faire la stéréo et on fait pas de vinyle, donc alors on s'en fout vraiment parce que là, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. On oublie parfois que c'est là où il y a la puissance. La puissance, elle est là. Et là, il y a tous les trucs super, hein, chambé. Mais la puissance, elle est là, quoi, au milieu, paf. C'est très important. D'ailleurs, je connais pas très bien les Beatles, etc., mais je sais que tous les vrais fous de Beatles ne supportent pas quand ils se sont mis à les mixer en stéréo. Ils adorent les mix mono. Et non, alors du coup, je sais pas, parce que justement, je savais pas qu'on mettait la basse au milieu beaucoup maintenant. Moi, je mets toujours ma basse au milieu, mais je mets toujours un petit effet stéréo sur les côtés. Et pour contrôler votre stéréo, je vais vous montrer quelque chose à tous. Même ceux qui s'en foutent, qui sont ni mixeurs, ni quoi que ce soit, ça marchera pour la musique. Je pense que ça marche avec des suites d'accords. J'en suis persuadé. La stéréo, elle est comme ça. Donc en fait, si on met tout en stéréo tout le temps, en fait, on est juste en train d'entasser des trucs, là. Alors qu'en fait, il peut y avoir un truc stéréo, puis on en met un autre qui est comme ça. Puis après, on en met un autre qui est comme ça. Après, on en met un autre qui est comme ça. Un autre qui est comme ça. Et cette puissance-là, que je vous ai dit, en général, la voix lead, la caisse claire, le kick, la basse, bien mono, puis après on peut mettre des tonnes de trucs dessus. Hein. Là, et ben ça, vous arrivez à avoir déjà un truc qui est le plus dur à trouver quand on mixe, la 3D, la 3D. Tu vois, la galère totale. Moi, j'écoutais les disques, je me disais, mais comment ils font ce truc en 3D? Nous, on écoutait les disques français, on aurait dit une vieille boîte en carton, ce qui faisait... Je me disais, mais c'est dingue. Les Américains arrivent et puis ça fait... Mais on n'est pas les seuls à avoir le problème, hein, parce que les Anglais, je sais maintenant, parce que j'ai lu un bouquin là sur le mec des Beatles, ils étaient obsédés par Motown. Ils disaient, mais comment Motown a ce son? Après, ils ont acheté le compresseur, après, ils ont acheté le Pultec, et puis ils se sont dit, ouh, ça y est, on commence à avoir le son comme Motown. Il y a toujours un mec à qui
tu fantasmes et tu essaies toi-même de trouver ton système. Donc en fait, moi la 3D des Américains, je l'ai compris ce jour-là. Avant, je mettais tout comme ça. Je disais, ça va être génial, ça va être très stéréo. Mais non, putain, c'est pas du tout stéréo comme ça. C'est juste stéréo. Là, c'est comme ça, là, c'est 3D. Et puis après, il y a les effets. Les effets, tu rajoutes des effets pour aller de l'avant sur les côtés et machin. Et tu sculptes dans tout ce bordel avec des reverbs, des délais, des phasers, tout ce qu'on nous a inventé, nous, pour faire de la musique. Et puis avec ça, t'arrives à avoir un espèce de truc très complet, très rempli, qui te fait triper dans ton casque. Et, ou au casque, ou dans des enceintes. Et qui passe partout aussi. C'est très important que la musique que vous fassiez, elle passe bien dans une énorme boîte de nuit, dans un gros système, mais aussi dans votre téléphone, puisque de toute façon, maintenant, ça sera devenu le numéro 1. J'ai pas du tout répondu à ta question, t'as remarqué? Si, ah si partiellement, l'énergie au centre. L'énergie au centre, très important. L'énergie au centre. Oui. Et tu savais que quand j'ai fini les 9 jours, là, non, les 7 jours avec les 19 élèves du monde entier, ils avaient tous un petit carnet, quoi. Et moi, je parle tout le temps. 9 heures par jour. Blablabla. Et là, tout d'un coup, il y en a un avec qui je suis devenu pote, français. Enfin, je suis devenu pote avec tout le monde, mes frères, même à Vitam. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as écrit dans ton carnet? Et je vois il y avait une feuille au bout d'une semaine. Et il avait écrit transistor fast, tube slow. Et tu vois, là, j'aurais fait ce cours-là aujourd'hui, il aurait dit power in the middle. Et t'avais genre 19 autres personnes, non, il y en avait 18, plus que le site. Il y en avait, ils avaient écrit des romans. Mais des romans, je me disais, mais c'est pas possible, tu veux pas. T'as les phrases, carrément, les conneries que je disais, ou les dossiers immondes que je lâchais sur la vérité, sur les DAF, la vérité sur Sébastien Tellier. Je rigole. De tous ces dossiers, les mecs, ils notaient tout. Je crois qu'il y avait une autre question juste à votre droite. Attends, excuse-moi, on va pas te couper, tu voulais dire un truc? J'avais une autre question, vous parliez du mastering. Ah, on se tutoie, hein. Ah, tu parlais, voilà. Merci. Tu parlais du mastering, une étape très importante. Première chose, pourquoi n'est pas plus inclus par ceux qui font le mix? Deuxième question, parfois il y a des différences, des gains de 3 à 6 dB, et quel est ton avis là-dessus, sachant que ça génère des sacrifices? Non, alors, moi j'ai la réponse à la première question. C'est hyper important le mastering. C'est pas toi qui peux le faire. Tu peux pas, enfin il faut pas. Tu passes, comment on pourrait faire pour expliquer un truc comme ça? Quand tu vas voir un masteriseur, il est là. Il fait, par exemple, hier il a fait Beyoncé et Jay-Z. Avant-hier, il a fait Lady Gaga, je sais pas trop quoi, après machin, etc. Et aujourd'hui, il fait toi. Et puis le lendemain, il va faire machin. C'est ça que tu veux, en fait. Tu veux être mis dans le même tas et passer par les mêmes tuyaux qu'un mec qui fait toute la journée de la musique qui passe dans la radio. Toi, tu vas faire ton mastering avec quelle culture de mastering tu as? Tu vas chercher pendant 3 heures, merde. Ensuite, t'en as marre parce que tu l'as tourné ton mix et que c'était une vraie galère de l'avoir tourné, donc en plus, leur rajouter des trucs. Il faut faire attention avec l'amoncellement de travail. Moi, je sais très bien que j'ai beaucoup de mal, et je l'ai appris avec les Raptures. J'ai plus de mal, mais maintenant j'y arrive, ça y est. Je viens de le faire avec Hot Chip. J'avais du mal à produire et mixer. Parce que pour moi, mixer, c'est violenter. C'est exploser la tête de quelqu'un. C'est faire plaisir à, voilà, vous arrivez avec votre chanson, toi t'arrives avec ta chanson, et moi je dis, je vais la défoncer sa chanson, je veux qu'il rentre chez lui en disant, putain, il est fabuleux ce mec, il a fait un mix de ouf. Seulement le problème, c'est que quand t'es mixeur, c'est facile. Mais quand ça fait 3 mois et demi que tu l'as produit, ce morceau, c'est ton petit morceau à toi, quoi. Oui. Tu l'aimes. Et le violenter, c'est très compliqué. Il faut tout d'un coup avoir une sorte de schizophrénie et être Dr. Jekyll et l'arrivée, je vais détruire. Et ça, c'est une galère sans nom. D'ailleurs, c'est marrant, on a mis Miss You, mais c'est sur Miss You que j'ai galéré comme un fou. J'ai dû le mixer 3 fois. Je dis, ah non, je peux pas faire comme d'habitude avec les tomes, je les adore, c'est mes tomes quand même. Tiens. Alors que là, t'arrives, tu défonces les tomes parce que tu dis, il faut que ce mec, quand il rentre dans la pièce, il en prenne plein la gueule et qu'il soit vraiment content. Donc, super d'avoir le masteriseur qui vient t'aider pour finir ce truc, et puis super de passer tout simplement dans les mêmes tuyaux que tout le monde. Les tuyaux, d'accord. Les tuyaux, ouais. Merci. Puissance au milieu. Tuyau, transistor, fast, tube, slow. Woman, good. Oui, juste. Man, very bad. Juste à votre droite. C'est vrai, hein, ce que je vous ai dit sur les hommes. Yes. Ah. Alors bonsoir. Salut. Moi j'avais une petite question. Putain, oui, je te vois là. Il y a de l'écho. Ça fait très bizarre. C'est par rapport à quand je fais des projets, et j'en ai parlé avec pas mal de monde, c'est le fait de, au final, à un moment, t'as plus le feeling et tu t'arrêtes. Et du coup, tu le laisses pendant des mois, ta session dans ton ordi. Et ensuite, est-ce qu'il faut se dire, ok, je la réouvre et je la reprends et machin, ou dans un autre cas aussi, il faut se dire, ok, le truc il est bon, je le lâche pas,
tant que j'ai pas sorti un truc de bien. Je sais pas si tu... Si, bien sûr. L'opiniâtreté, en fait, finalement. Je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Sans être opiniâtre, sans insister, sans aller jusqu'au bout d'un truc, c'est pas ce métier, à mon avis, il est impossible. Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde, même les danseuses, même Miley Cyrus, tu vois. C'est pareil pour tout le monde. Il faut... Mais alors, par contre, moi, je suis pour avoir pour répondre à ta question très précisément. Il faut que tu aies des routines, que tu t'habitues à toujours te rappeler de ton passé pour en faire un espèce de son. Ah, bah tiens, j'ai tendance à ne pas réussir à finir mon morceau. Okay. Si t'es un mec comme ça, ou tu trouves, regarde Hubert, décidément. Hubert, il a jamais fini les morceaux. En fait, il m'a sauté dessus et on s'est rencontrés, on est devenus potes. Pourquoi ? Moi, je suis le spécialiste de la finition d'un morceau. Tu me donnes un morceau qui fait. Allez, on va le finir, on le finira, je le sais. Lui, il va l'arrêter, machin, ça, c'est pas du tout un nom de qualité, il est 100 fois meilleur que moi, il a fait la plupart des meilleurs morceaux qu'on ait jamais fait, etc. C'est juste qu'on s'est trouvé en binôme. Ou tu trouves quelqu'un qui va t'aider justement à finir, ou alors tu inventes artificiellement un système qui fait que tu réussis à avoir du recul. Parce qu'en fait, la seule chose qui manque, c'est du recul. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, je pense, dans le travail, qui que vous soyez, même un mec qui écrit une chanson à la guitare ou au piano, c'est prendre l'habitude de soi, s'habituer et se comprendre. Il y a un truc pour moi qui est ma clé, c'est les compresseurs qui m'ont appris ce mot, c'est threshold, c'est le seuil de contentement. C'est quand est-ce que tu es heureux. Moi, tant que ce seuil n'est pas arrivé, je reste au studio, je bosse comme un fou, j'y reste pas obligatoirement des heures. Hein. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est le truc que je voulais dire après. Jusqu'à ce que tu as ton seuil de contentement. Quand tu as ton seuil de contentement, tu sais pas pourquoi. Regarde avec la ritournelle, 5 jours de mix, tout d'un coup, c'est fini. Tu sais pas pourquoi c'est fini. Ouais, mais des fois, c'est genre, t'es content pendant ta session, puis le lendemain, tu réécoutes, tu fais, c'est de la merde. Ouais, bah tu retournes, et c'est ça que je voulais te dire aussi, qui est très important, mais non, je voulais dire un autre truc juste avant. Non, enfin bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un truc, le mixage t'apprend beaucoup de choses. Dans le mixage, il y a tous les faders, là. Ok ? Là, j'y passe genre 11 heures. Non, allez, moi, je travaille plus longtemps. Ça, c'est aussi le truc que je voulais dire. Quand tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes, arrête-toi tout de suite, là. Tu auras beaucoup plus de recul demain matin qu'en travaillant pendant 17 heures, en dormant que 3 heures, en ayant encore la tête tout le temps, la chanson tout. Pendant que tu dors, t'es là, putain, foutez-moi la paix. Va te bourrer la gueule, fumer des joints, boire des coups, faire l'amour, ce que tu veux, n'importe quoi. Hop, tu vas oublier la chanson. Il faut toujours se rappeler. Ta première écoute du matin, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. C'est celui que tu payes. Moi, je paierais pour ça. Pour avoir ce moment-là, mais là, à 17 heures. Tu vois ? D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, j'ai des routines. Je rentre du studio, je sors du studio, je me le fais envoyer sur mon téléphone. J'ai 7 minutes pour rentrer à pied de chez moi. Je l'écoute 3 fois dans mon téléphone, comme ça, dans la rue. Les gens me regardent. Hein. Je suis juste un mec normal, puisque tout le monde a le téléphone. Je l'écoute, je sais déjà. Pof, après, je rentre, j'écoute. Et après, tout d'un coup, j'essaie de sortir de ce truc-là. Ce que je voulais dire par tout à l'heure, c'est par ça. Regarde. Donc, on a tous les faders. On a ce mix. Il est vraiment... Ça fait 11 heures que je suis sur le mix. C'est un petit peu mon petit bébé. Donc, je le respecte à mort, tu vois. Donc j'assiste comme un gros con, en fait. Ah, mais si, Philippe, il a dit qu'il fallait être opiniâtre. Je vais y aller. Ah, bah ouais, c'est génial. Le mix est vraiment moyen. Honnêtement, la meilleure truc a toujours marché, mais ça depuis le début. Mais il faut avoir des couilles, mais ça, c'est pas vraiment facile à avoir. C'est quand tu sens que ça va plus du tout et que tu es en train, justement, en reverse, c'est-à-dire que ça devient de moins en moins bien, hein, toutes les 2 heures. Tu fais comme ça. Là, tu demandes, par contre, là, c'est très important, ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Hein. Tu demandes à tout le monde de sortir de la cabine. C'est important, qu'il n'y ait pas ton assistant. Qu'il n'y ait personne. Pas qu'il te voit. C'est juste que toi, ce moment-là, quand tu mets tout à zéro, pendant un petit laps de temps, d'un quart d'heure, 20 minutes, t'es le roi du monde par rapport à ta chanson. C'est-à-dire que t'as ton recul, tu peux tout la reprendre à zéro. Si t'as un mec qui est derrière toi et que tu te dis oh, mais si je mets ça un petit peu trop fort, il va faire la gueule, il faut lui dire de partir. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Quand ça m'arrive, ça. Hein. Mais ça m'arrive régulièrement. Ça m'est arrivé sur Hot Chip il y a une semaine. Hein. 5 heures de mix. Putain, c'est vraiment de la merde. Tout remis à zéro. Et là, tout d'un coup, tu fais comme ça. Le mix est dément. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? Tu peux les bouffer le soir. Non mais c'est vrai. Non mais vous rigolez, mais je rigole pas moi. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous arrêtiez de rigoler. Le mix est parfait. Il est pas parfait, mais t'as lancé ce truc. N'oublions jamais. Hein. Il y a plusieurs petites choses pour comprendre ce qu'on fait, si c'est bien ou pas. Il y a le bon copain. Le mec chez qui toi, t'es chez toi en train d'écouter ton track. Là, putain, il est vraiment fabuleux mon track. Le mec passe et là, tout d'un coup, tu en fait, non, il est merdique. Grâce à ton bon copain. Donc, paf, tu enlèves le track. Le truc, c'est la recherche de ce moment ce moment tout frais, là, qui est incroyable. Le moment où on a du recul, on arrive enfin à le voir. Même si on a passé 17 heures dessus. Tu sais, il y a une anecdote démente que j'ai eue sur Billie Jean, le plus gros morceau de tous les temps, hein, ok,
pas au niveau du goût, mais en tout cas de tout. C'est Quincy Jones qui raconte, il arrive, il est dans le studio, il y a Bernie, comment il s'appelle déjà? Non, Bruce Whedon, Bernie Graham, c'est le master. Bruce Whedon, il est en train de mixer avec Michael, ils sont tous les deux là, et là, Quincy dit, ouais, je suis là, il y a Michael qui arrive, et Quincy, we got it. It's Mix 84. Mix 84. Allez, Quincy, c'est un producteur. Hein. Ce que je vous ai dit, il faut toujours dire oui. On met tout le monde à l'aise. Il s'assoit. Il écoute Mix 84. Mix 84. Les mecs, ça faisait 2 mois qu'ils étaient là en train de mixer Billie Jean. C'est les meilleurs au monde. Hein. Donc c'est pour ça que je veux dire quoi. Il faut pas s'inquiéter. Quand tu sais ça, toi-même, tu te dis, putain, en fait, je m'en fous. Ils ont mis 80X. Le mec écoute Quincy, puis il fait, oh, that's so cool, man. Can you play me Mix 2? Mix number 2? Il play Mix number 2. Et là, ils se disent tous, putain, on l'a depuis 79 mix, quoi. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour le dire, ça, tu vois, ou les mettre sur cette voie, les avoir laissés galérer ces 79 mix. Il le savait, Quincy. Non, le mec était dans les années 50, il écrit la musique, il fait 70 musiciens sans branle. Il savait déjà, mais il les laisse faire. C'est important, ça aussi. Tu dois laisser quelqu'un faire son chemin pour arriver à sa vérité. Ça, c'est hyper important. C'est ça, le rôle du producteur. Le rôle du producteur, c'est comme les mecs qui découvrent les pyramides, ils sont là avec des petits trucs. Là, regarde, un ongle. Nous, on est là pour trouver ces trucs-là, pour aider, en tout cas. Des ongles. Est-ce qu'il y avait une autre question Super question, j'espère que ça vous aura des super réponses. Il y a 1000 questions tout soudainement, 21h. Mais c'est bien, moi je m'en fous, j'ai le temps. Faites quoi, ça? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question. Je veux savoir dans ton processus de production de mix, comment tu équilibres tout ce qui est numérique et analogique, comment tu équilibres les 2 types de production, de techniques, je veux dire. En fait, j'essaie de prendre le mieux des deux, de ce qui est pour moi des deux. Il y a de plus en plus de trucs que j'aime dans le numérique. Par exemple, jusqu'à il y a très peu de temps, j'utilisais jamais de plugins, enfin pas beaucoup. Maintenant, je trouve qu'il y a des trucs qui sont super. Par exemple, je vous dis un truc comme tout con, mais ceux qui sont déjà mixeurs, regarde tous ces merdes là. Le DSR, ça a toujours été un problème. Il y a un chanteur qui arrive, qui est là, bonjour, comment ça va? Et toi, tu es là. Après, tu le mixes, tu mets un peu d'aigu, et là, ça fait. Jusqu'à maintenant, DSR, rack, analogique. À part, il y avait des DSR incroyables qui s'appellent Ortofon, mais qui est un truc de mastering, je crois que ça vaut, je sais plus combien, laisse tomber. Toi, t'es là, incapable, impossible enfin, c'était possible, mais il fallait vraiment galérer. Maintenant, il y a des plugins de DSR qui sont extraordinaires, notamment là, j'en ai acheté un, Softube, Daniel Weiss, je trouve extraordinaire, Daniel Weiss ou pas Daniel, je sais pas comment il s'appelle. C'est génial parce que là, tu peux pas lutter contre le numérique pour ce genre de trucs-là. C'est rapide, ça regarde même look ahead, enfin, tu vois, ça prévoit, tu peux en plus le truquer, tu fais ce que tu veux. C'est con, j'aurais dû vous amener une session là de ce que je suis en train de faire pour vous expliquer aussi d'autres trucs. L'analogique, j'adore. J'achète des délais à bande. On achète plein ce temps-ci. Des délais à bande et des reverbs à ressort. C'est-à-dire que ce temps-ci, ma passion, c'est toutes les plus grosses, trucs les plus merdiques dans mon enfance, enfin dans ma jeunesse, ou que je ne voulais pas. Donc là, je les achète. C'est des délais à bande parce que vous faites un délai. Bonjour. Il y a une bande. Donc la bande, plus elle passe, plus elle joue, plus le son se dégrade. Bonjour. Non, pardon. Là, j'ai fait le tempo reste le même. Enfin, la tonalité reste la même. Ça, un délai à bande, si, mettons que je mette 10 heures ou 11 heures pour mixer un morceau. Ok, ce qu'on disait tout à l'heure. Si je mets le délai à bande au début pendant 10 heures, mon pote, et que je le mets je le mets sur le bonjour. À la fin, il n'y a plus rien. Ça fait parce que la bande, elle est morte déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est fantastique. Tu l'enregistres en digital. Paf, tout de suite, tu mets dans ta session Pro Tools. Moi, je prends ce qu'il y a de mieux des deux. C'est ça que j'adore. Je mets des plugins de phaser, par exemple, parce que des phasers, sur mes phasers à moi, ils font... Et là, tout d'un coup, je mets un plugin et il fait pas du tout. Par contre, tout ce qui n'a pas encore réussi à faire comme mes Pultec ou mes machins, mes trucs, je continuerai à utiliser mon matos analogique qui apporte quand même un petit grain, une petite vie, machin. Et tu danses en fait avec ces trucs, quoi, comme d'habitude. Enfin, c'est à peu près le même principe que pour tout. Mais moi, je le fais que par feeling. Ou alors, j'ai un pote qui me dit, Cyril me dit, tiens, ça c'est vraiment génial, j'ai essayé, tu l'as essayé. Oh, je l'essaye. Mais sinon, je vais vraiment y aller par le feeling, c'est la voix de la pureté absolue du cœur. C'est vrai. On va pouvoir prendre une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'étais intéressée par la partie, tu parlais d'être à la fois mixeur et producteur, et que tu as fait ça, a priori, dès le début.
Comment, toi, ton expérience, t'arrives à savoir les moments où il faut faire des compromis par rapport aux artistes qui t'ont fait confiance pour faire ce travail, mais qui sont pas toujours d'accord du coup avec tes choix, et les choses que t'as envie d'imposer parce que tu sais que c'est ça qui va faire que le morceau fonctionne. Moi, je sais que ça a toujours été une lutte sans merci. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, psychologiquement, si tu arrives le premier jour et que tu marques, tout le monde se met à te faire confiance. Il n'y a pas ce cancer qui rentre du doute de tout le monde. J'ai eu beaucoup de mal, moi. En fait, tout simplement, je vais t'expliquer un truc. Je n'ai qu'un mix tout le temps. J'arrive pas à faire plein de mix. J'arrive pas à faire un mix pop, un mix rock, un mix machin, un mix truc. Donc, au final, si on s'engueule sur le mix, je suis obligé de dire au mec, mais c'est comme ça que ça va être à la fin. Tu peux pas faire autrement. Donc, si t'es vraiment sûr de toi, impose-toi. Après, en écoutant l'artiste et en écoutant son point de vue. Mais il faut pas compromettre. Et, enfin, en tout cas, chaque compromis crée une vraie notion de consensus mou. C'est-à-dire que ça n'aide pas la musique. C'est ou toi qui gagne ou le mec en face qui gagne. Mais en tout cas, au final, la personne qui gagne, c'est la musique. À partir du moment où tu fais un chemin entre les deux, moi, je déteste ça. Je suis anti ça. Alors, ça va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure sur le fait de toujours dire oui, toujours ça. Mais il faut être sûr de toi, de ton. C'est facile à dire peut-être. Hein. Ça me rassure. Tendance à être. Ouais, voilà. Mais il va rassure-toi. Il faut être croire. Si tu t'as décidé derrière la console pour aider ces gens-là, eh ben, il faut y aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est d'aller jusqu'à dire, je pense que j'ai raison, les mecs. Et bon, après, tu peux avoir hyper tort. Hein. Moi, j'ai failli m'engueuler avec plusieurs mecs, mais à toi de prouver que c'est toi qui as raison aussi. Mais en tout cas, faut pas lâcher. Hein. Et surtout pas compromettre et faire des trucs horribles. Il vaut mieux. Moi, j'ai toujours dit, je préfère retourner le serveur, vendre des clubs, faire n'importe quoi, mais que de me retrouver derrière des consoles, derrière des morceaux que j'aime pas. Merci tout le monde d'être venu ce soir. Merci. Merci les cocos. C'était super. Je suis désolé, je raconte que des conneries, mais bon. Et puis en plus, on aurait dû faire les questions plus tôt. Merci d'être venus aussi nombreux. Et on espère vous voir aux prochaines conférences qu'on va faire à la Gaieté Lyrique cette année. Et n'hésitez pas à vous c'est moi la prochaine. Voilà, la prochaine c'est demain à 17h avec Philippe Zdar. Ça durera 4 heures, il y aura 2 questions. Et si vous pouvez, voilà, regardez ce qu'on fait en ligne. Il y aura plusieurs formations. On espère accueillir aussi Philippe à nouveau cette année pour une semaine. Donc on pourra poser 4 questions pour 7 jours. Et on pourra aussi... vous pouvez consulter, Philippe a une vidéo sur notre site aussi, il y en aura d'autres, une super vidéo où tu montres ce que tu fais sur la production de Listomania. Justement. Ouais, exactement. Ouais. Et puis je peux vous filer mon numéro de téléphone si vous avez une galère de son, voilà. Vous pouvez mettre un peu plus d'écus. Exactement, il donne des cours de cuisine le dimanche après-midi chez lui également. Voilà. Et les cours de maths le jeudi. Voilà, merci beaucoup d'être venus et on vous voit la prochaine fois. Donc la prochaine séance ce sera sans doute avec le producteur de Florence and the Machine et Lana Del Rey et Milani en mars, et ensuite avec le mixeur de Cardi B et Pharrell Williams. Ce sera en avril. Voilà, et beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Gaieté Lyrique pour voir ces conférences. Merci beaucoup.